Eh bien, bonjour à toutes et tous. Pendant la prochaine heure et demie, nous allons tenter de répondre à une question qui semble assez simple dans sa formulation, mais qui se révèle vertigineuse dans ses implications. À quels médias se vouer? Déjà, qu'est-ce qu'on attend d'un média? Qu'il nous informe, qu'il nous divertisse, qu'il nous rassure? Probablement un petit peu de tout ça à la fois. Nous vivons une époque où la vérité est devenue une opinion parmi d'autres, où les faits luttent pour exister face à l'émotion, à la viralité, à la manipulation, où les lignes se brouillent entre information et propagande, entre journalisme et influence. Dans ce paysage bouleversé par les réseaux sociaux, par un modèle économique en crise, par la concentration des grands médias entre les mains d'une poignée d'acteurs, comment garantir une information fiable, indépendante et de qualité? À quels médias pouvons-nous encore nous fier? À qui confier notre regard sur le monde, notre capacité à comprendre et à anticiper? Alors on va explorer ces questions en profondeur en parlant journalisme, responsabilité éditoriale, algorithme, urgence écologique et sociale, indépendance financière et de ces nouvelles initiatives qui tentent de réinventer l'information. Alors préparez-vous à être interpellé, inspiré, peut-être même indigné et surtout, je l'espère, éclairé avec mes invités que je vous demande d'accueillir chaleureusement par une première salve d'applaudissements. Avec nous donc aujourd'hui Karine Fouteau, présidente et directrice de la publication de Mediapart. Bonjour tout le monde. Bonjour Karine. Il faut garder la même intensité pour tous. Je compte sur vous. Yann Chouquet, qui est directeur adjoint en charge des antennes de la stratégie éditoriale de ICI. Alors, je l'ai fait par ordre alphabétique. C'est pour ça que j'ai mis Karine Fouteau en premier. Ça commence bien. Lou Espargilière, cofondateur de Vert, média indépendant d'actualité sur l'écologie. Bonjour. Christophe Jacubizine, directeur des rédactions des Échos. Eva Morel, secrétaire générale de Quota Climat. Et Jean-Christophe Ploquin, ça ramollit un petit peu. C'est que le début, je vous sens déjà un petit peu moins concentré. Jean-Christophe Ploquin, rédacteur en chef de La Croix. Alors, ce qui est bien avec ce genre de salle, c'est que vous avez des micros, vous pourrez intervenir pas quand vous voulez, par contre, c'est moi qui donne le top. À la fin de la session, au bout d'une heure et demie, on vous réservera un petit quart d'heure. Et je n'ai pas présenté Arthur Grémont-Pont, c'est formidable. Arthur Grémont-Pont, responsable du bureau Intelligence Artificielle et Enjeux Globaux chez Reporters sans Frontières. Pardon Arthur, c'est un coup des algorithmes. Parce que et donc à la fin de la table ronde, je vous propose de consacrer 15 minutes à un échange avec vous. Vous pourrez échanger donc avec nos invités. On va commencer tout de suite par un état des lieux avec Jean-Christophe Ploquin. Vous venez de présenter le 38e baromètre, Jean-Christophe, ce baromètre Lacroix-Cantar, sur la confiance des Français dans les médias. Alors, quel chiffre illustre la défiance des Français envers les médias ? Alors, il faut appuyer, c'est bon. Merci, bonjour à tous et à toutes. Merci d'être là. D'abord, participer à une table ronde qui commence par à quel média se vouer. Je trouve ça assez rigolo que la Croix soit dans cette table ronde, puisque l'expression consacrée, c'est plutôt à quel saint se vouer. Voilà. Bon, donc la Croix démarre, mais la Croix démarre du fait que, effectivement, chaque année, on publie un baromètre sur la confiance dans les médias, et qui est vraiment un moment fort dans la profession. C'est vraiment un rendez-vous qui est attendu par tous les journalistes parce que c'est donc depuis 38 ans une sorte de thermomètre qui indique quelle est la relation des Français avec leurs médias. Et donc je vais vous faire un petit topo là-dessus, mais avant je voudrais quand même vous présenter ce numéro que vous avez dû voir à l'entrée. Voilà, La Croix est très heureuse d'être partenaire de l'Université de la Terre et n'hésitez pas, il y a vraiment de nombreux exemplaires qui sont à votre disposition, vous pouvez les prendre et les amener chez vous. Le baromètre de la confiance dans les médias, donc qui paraît en janvier, et qu'est-ce qu'il nous a dit cette année? Finalement, je vais vous faire une présentation un peu dialectique, parce que finalement, d'abord, et je vais peut-être au lieu de dire les Français, puisque c'est un baromètre, mais je vais dire vous, finalement, vous, Françaises et Français, qui êtes ici, comment est-ce que vous consommez les médias? Eh bien d'abord, vous avez un énorme intérêt pour l'information. Et ça, c'est vraiment très puissant, et c'est un intérêt qui est très élevé actuellement, depuis 2-3 ans. Et il n'y a eu que 3 ou 4 années auparavant,
depuis 38 ans où il était aussi élevé. Donc on est vraiment dans un moment d'attention extrême. Je pense que c'est les événements, évidemment, qui font qu'il y a un désir d'être nourri d'informations, mais donc, de fait, la consommation des médias est en hausse. Ce n'est pas une hausse de dingue, mais dans tout, y compris les médias traditionnels, on va parler de la presse quotidienne nationale comme média traditionnel, mais aussi la télévision, mais aussi la radio, mais aussi la presse quotidienne régionale qui joue un très grand rôle dans l'information des Français. Chacun de ces grands médias enregistre, de ces grands supports, en quelque sorte, enregistre des hausses d'usage, en quelque sorte. Et c'est vrai aussi, évidemment, pour tous les nouveaux acteurs qui sont donc les médias en ligne, qui sont aussi les réseaux sociaux. Alors les réseaux sociaux, c'est à la fois utilisé par des gens, des individus, mais aussi par les grands médias. Et c'est vrai aussi des influenceurs. Tout ça, tous ces supports enregistrent une hausse de la consommation des médias. Là où je commence à être dans la dialectique, c'est qu'en même temps, la défiance augmente. Et donc, la défiance par rapport au système médiatique, en général, augmente et elle s'ajoute aussi d'un sentiment, finalement, de rejet, de fatigue. Et donc, vous êtes à la fois très intéressé, très curieux de ce qui se passe, et en même temps, très souvent, vous éteignez le poste de radio, vous laissez la télé tourner toute seule, et sur le site d'info, finalement, vous allez plutôt faire une partie de cartes plutôt que de continuer à suivre ce qui se passe sur les infos. Il y a comme ça des attitudes de rejet, de fatigue, qui sont générées notamment, tout ce que je vous dis, c'est dans le questionnaire qu'on a posé, par des sentiments d'angoisse et d'impuissance par rapport à ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Donc il y a cette défiance globale, et en même temps, là aussi c'est un peu le yin et le yang, en fait, vous faites très confiance dans les médias que vous utilisez. Et donc en fait, quand vous choisissez une radio, une télé, un site, eh bien, en général, vous avez confiance, et ce taux de confiance est plutôt en hausse là aussi. Donc une adhésion, et c'est très intéressant à noter parce qu'en fait, l'offre est de plus en plus diversifiée. On pourra peut-être en parler, mais de fait, l'offre est extrêmement diversifiée, l'offre médiatique. Et finalement, ça veut dire que chacun trouve un peu le canal d'information qui va lui apporter ce qu'il souhaite recevoir, en quelque sorte. Ou en tout cas, un canal d'information dans lequel il a confiance. Et cette confiance, donc, elle est aussi bien partagée par les médias traditionnels. Là encore, traditionnel, c'est télé, radio, presse écrite, et que ce soit dans les dérivés sites Internet. Mais il y a un petit bémol, c'est quand même que les réseaux sociaux sont l'endroit où la défiance est la plus importante. Et c'est là où, à nouveau, on repart dans le négatif, c'est que le sentiment des Français, votre sentiment par rapport à l'univers médiatique en général, c'est que vous y rencontrez de plus en plus de désinformation. Vous avez le sentiment d'être de plus en plus confronté à des fausses nouvelles. Et ça, c'est un sentiment qui est là où c'est le plus évident, d'après les chiffres, c'est dans les réseaux sociaux. Plus de 53% des gens disent « oui, sur les réseaux sociaux, je suis fréquemment confronté à de la désinformation ». Mais ce sentiment de désinformation gagne aussi, finalement, tous les autres médias. Et donc, par exemple, la télévision, il y a une hausse très forte du sentiment d'être confronté à de la désinformation, plus 9 points en seulement un an. C'est énorme. C'est vraiment des hausses, des mouvements très, très forts. Jean-Christophe, oui. Qu'est-ce qui motive ce sentiment, cette méfiance chez le public? Pourquoi est-ce que cette méfiance augmente? Quelles sont les raisons, selon le public, du fait que l'information est de moins en moins fiable? Eh bien, je pense qu'il y a... Alors, sur les causes, je pense qu'on va en parler. Elles sont assez diversifiées. Je pense que c'est l'apparition de nouveaux acteurs dans le champ de l'information, mais en même temps, il y a aussi des tendances lourdes de défiance par rapport aux médias que l'on retrouve depuis des années et des années. Et par exemple, la défiance
vis-à-vis de médias qui sont perçus comme trop proches des pouvoirs politiques ou bien trop liés à ce qu'on va appeler les puissances de l'argent. C'est un peu un terme un peu connoté, mais ça dit bien ce que ça veut dire dans la perception qu'on peut avoir des médias. Et ça, c'est très intéressant parce que la question sur le lien des journalistes avec les puissances de l'argent et la classe politique, c'est une question qu'on pose de façon récurrente depuis 38 ans. Ça veut dire que déjà la question se posait il y a 38 ans, quand le sondage a été lancé. Et on est à peu près dans les mêmes niveaux. En gros, les 2 tiers des Français pensent que les médias, là encore dans leur généralité, est trop proche est trop soumis à l'influence du politique ou soumis à l'influence des puissances de l'argent. Donc voilà, le tableau de la défiance, il est complexe et il s'explique par des raisons très différentes. On aura toute une partie où on parlera bien sûr de fake news, de désinformation, et je note quand même qu'il y a 53% de personnes qui considèrent sur les réseaux sociaux qu'il faut se méfier, mais ça veut dire qu'il y a 47% qui sont tout à fait aptes à accepter ce qui leur est dit, 47%, ce qui est quand même colossal comme chiffre. Sur les réseaux sociaux, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a le sentiment qu'on est pratiquement tous maintenant sur les réseaux sociaux, qu'on a la conviction, la certitude qu'on est confronté effectivement à de la désinformation, mais finalement le sentiment qu'on va pouvoir se débrouiller dans cette jungle de l'information. Et il y a aussi un sujet sur les tranches d'âge, c'est-à-dire que vous nous disiez que, contrairement à ce que l'on pense, avec mes tempes grisonnantes, c'est que les jeunes ont conscience qu'il y a une manipulation de l'information, peut-être plus que leurs aînés. Oui, tout à fait. Les jeunes sont nés avec les réseaux sociaux, en quelque sorte, et je dirais que, alors est-ce que c'est intuitivement, mais en tout cas, ils ont le sentiment que, effectivement, ils trouveront accès, ils sauront faire le tri, voilà, entre désinformation et information. On mettra cette information en perspective avec Arthur tout à l'heure, qui est spécialiste des algorithmes. Mais avant d'arriver à la désinformation, parlons d'indépendance. Je vais laisser la parole à Karine Fouteau, qui est présidente de Mediapart. Votre média repose sur un modèle unique d'abonnement. 240 000 abonnés aujourd'hui. Est-ce que c'est là la clé de votre indépendance? C'est les abonnés? C'est la seule source de financement? Effectivement, je pense que c'est même la clé de la confiance avec nos lecteurs et nos lectrices. Enfin, en tout cas, une des 3 clés que je perçois. La première, sans doute, puisque c'est effectivement complètement structurel pour nous. Mediapart a été créé de cette manière, en étant absolument indépendant de tous les pouvoirs. Nous ne recevons pas de publicité, pas d'aide publique, nous n'avons pas de milliardaires actionnaires à notre tête, et nous ne nouons pas d'accords commerciaux avec les GAFAM, et nous ne le ferons jamais. Donc cette indépendance structurelle crée cette confiance des lecteurs et des lectrices dans l'information qu'on publie. Je pense que l'autre clé du succès de Mediapart, parce qu'effectivement aujourd'hui on a 245 000 abonnés, c'est la production d'une information de qualité qui se distingue, c'est-à-dire vous lirez sur Mediapart des choses que vous ne lirez pas ailleurs. On ne copie-colle pas des dépêches AFP, tout ce qu'on publie est non seulement d'intérêt public, mais distinguant, c'est-à-dire qu'on essaye de raconter ce qui est caché, ignoré, passé sous silence par les pouvoirs. Et je pense que ça, c'est une autre clé de notre succès. Et peut-être le troisième élément, c'est le lien de confiance, justement, qu'on essaye d'établir avec notre public. Et on essaye de créer cette communauté médiapartienne, c'est-à-dire on échange, on discute. Mediapart se déplace énormément, ses équipes, ses journalistes, dans des salles pour discuter avec les uns et les autres. Et on sait que dans des moments comme ceux qu'on traverse aujourd'hui, très troublés, où on peut se retrouver face à une forme de résignation, se sentir accablé par l'actualité, par les tourments du monde, eh bien, on sent que c'est important pour les journalistes d'aller à la rencontre du public, encore une fois, d'échanger et de se sentir proche, de se serrer les coudes, tout en élargissant le cercle le plus possible, parce qu'évidemment, il ne faut pas rester dans un entre-soi, il faut élargir le cercle, mais c'est aussi le sentiment de montrer qu'avec notre information, nous sommes utiles. On sert à quelque chose, on fait bouger les lignes, les enquêtes qu'on publie
ont de l'impact dans la vie de tous les jours. On a des enquêtes qui ont abouti à des procédures judiciaires, parfois à des condamnations, à la création d'autorités indépendantes. Je pense à l'affaire Cahuzac qui a permis la création du parquet national financier et de la haute autorité pour la transparence de la vie publique. Je pense évidemment au rôle majeur que Mediapart a joué dans l'ouverture de champs journalistiques, notamment sur les violences sexistes et sexuelles, puisqu'on est parmi les premiers, en tout cas en 2016, avec l'affaire Denis Baupin, à avoir commencé à travailler en profondeur cette question-là. Et donc 2016, c'est 1 an et demi, 2 ans avant MeToo. Et ça montre que Mediapart a su être en phase avec un bouillonnement profond de la société. Donc ça, c'est intéressant. Et puis aussi, l'impact, c'est aussi de mettre la lumière sur des sujets qui sont peu ou mal traités ailleurs. Et donc là, par exemple, on a ouvert un champ d'enquête très récemment sur les droits de l'enfance, parce qu'on pense qu'il y a beaucoup de choses encore qui restent tabous dans notre société et qu'il faut aller plus loin, plus fort. Évidemment, sur les questions d'écologie, on n'est évidemment pas du tout les seuls, hein, mais on multiplie nos forces d'enquête pour être de plus en plus forts là-dessus, sur les questions de violence sociale aussi, les discriminations. C'est des questions qui nous importent. Je le disais en vous présentant que Mediapart est un modèle unique. Est-ce qu'on peut presque parler d'anomalie Qu'est-ce qui explique que ça puisse exister avec un tel succès? Et est-ce qu'on peut le reproduire? La clé du succès, effectivement, de Mediapart, c'est ce choix des fondateurs, dès l'origine, de se dire qu'il fallait être absolument indépendant. Et ça va avec l'idée que l'information a un prix. C'est ce choix assez fou qu'ont fait les fondateurs en 2008, qui était contre-intuitif, complètement contre-intuitif à cette époque. Pour ceux qui ont mon âge s'en souviennent, dans les années 2000, lancer un journal sur Internet, un pure player, hein, puisque c'est notre cas, donc c'est uniquement en ligne, c'était cette idée qu'il fallait absolument être accessible à tout le monde gratuitement. C'était l'information gratuite, et c'est le choix qu'ont fait la plupart des autres journaux en ligne à ce moment-là. Et effectivement, les fondateurs savaient bien que l'information a de toute façon un prix. Elle est forcément payée par quelqu'un. Et si ce n'est pas par ses lecteurs et ses lectrices, c'est par des milliardaires ou la publicité ou par les aides publiques, voire même des mécènes. À Mediapart, par exemple, on ne souhaite pas être subventionné par des mécènes parce qu'on sait que les mécènes, un coup, ils sont démocrates et puis quand au pouvoir arrive Trump, peut-être ça va devenir plus compliqué pour eux de financer la presse indépendante. Donc vraiment, l'idée, c'était effectivement une idée assez radicale de se dire l'information a un prix. Et si on veut être indépendant de tous les pouvoirs, eh bien, il faut s'en remettre uniquement à nos lectrices et nos lecteurs. Je pense que c'est complètement duplicable, en fait, mais ça suppose d'avoir de fortes informations à proposer et donc de réussir à créer ce lien de confiance avec le public qui fait qu'au démarrage, on sent que dans ce média, on trouvera des informations exclusives qu'on ne trouvera pas ailleurs. Alors, Christophe Jacubizine, vous doutez bien que je vais vous parler maintenant, après ce qu'on a dit, puisque vous êtes donc directeur des rédactions du groupe Les Échos, qui est une filiale de LVMH. Donc, c'est un modèle totalement différent. Vous avez un téléphone rouge avec Bernard Arnault au bout du fil tous les matins pour définir la ligne éditoriale ? Non, pas vraiment. Et puis, je partage beaucoup de choses qui ont été dites par Karine. D'abord parce que j'ai moi-même travaillé 8 ans avec Louis Plenel au Monde. J'ai eu la chance de vivre la grande aventure de 95 et de vivre aussi l'échec du modèle économique de ce journal-là à l'époque. Et j'ai même failli rentrer d'ailleurs comme membre fondateur de Mediapart en 2008 à la demande d'Edoui. J'ai choisi un autre chemin. Donc j'entends et je comprends très bien et je pense que c'est une grande chance d'être indépendant. Je pense qu'il y a plein de manières d'être indépendant. Et on le voit dans la presse mondiale, il y a plein de modèles. En plus, être indépendant, comme les Mediapart, ça ne veut pas dire être neutre. Mediapart a un traitement journalistique très engagé, qui est hérité évidemment de ce que pensait Edoui, c'est-à-dire le fait d'être un quatrième pouvoir et de s'affirmer contre les pouvoirs qui peuvent être surpuissants. C'est vraiment ça le modèle aussi de Mediapart, c'est un modèle que je respecte. Ce n'est pas le modèle de tous les journaux, il y a des journaux qui ont plus vocation à informer, mais ce qui a été dit par tous mes prédécesseurs là,
on partage la même chose, c'est qu'aujourd'hui, ce qui est très important, c'est le contrat de confiance que vous avez avec vos lecteurs et vos abonnés. Et c'est vrai qu'on a tous, les Échos, on a cette chance-là aussi d'être un modèle largement dépendant de nos abonnements, beaucoup plus que la publicité. Et on cultive beaucoup, et moi, mes homologues internationaux qui me ressemblent, comme le Wall Street Journal ou le Financial Times, ont le même modèle économique, c'est-à-dire plus on aura d'abonnés, plus on sera complètement indépendant, et indépendant aussi éventuellement de la publicité, même si je pense que quand on a des recettes publicitaires qui sont minoritaires, on ne dépend pas en fait, enfin il n'y a pas de, moi j'ai jamais, ça fait pas très longtemps que je suis aux Échos, ça fait presque un an, mais j'ai jamais eu de pression d'un annonceur sur la manière dont on pouvait traiter l'annonceur dans le journal. Ceci dit, il y a donc plein de manières d'être indépendant. D'abord, nous, avec notre actionnaire, on a une charte éditoriale. Ce qui est plutôt assez confortable, c'est qu'on partage les mêmes valeurs. Je ne suis pas sûr que tout le monde partage ces valeurs dans la salle, mais on croit au libre-échange, on croit à l'économie de marché, on croit à la compétition. Mais la compétition, la concurrence, ça veut dire qu'on croit aussi au respect des règles concurrentielles, et on dénonce aussi lorsqu'il y a des pratiques oligopolistiques, et on défend évidemment les politiques antitrust. Donc c'est un équilibre économique qu'on défend, et on partage ces valeurs avec l'actionnaire. Et quand effectivement ça a été racheté, les Échos, par le groupe LVMH, il y a eu avec les journalistes un accord sur la charte éditoriale, ce qu'on défendait comme valeur. Qu'est-ce qu'elle dit, cette charte, pardon, Et ben, ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire que les journalistes qui travaillent aux Échos croient, en tout cas croient, c'est pas une croyance, mais défendent l'économie de marché, le libre-échange, la concurrence, et à la science aussi, ce qui est, je pense, ça a été écrit il y a 15 ans dans la charte, ça paraissait évident de dire qu'on croit à la raison et à la science. C'est pas forcément le cas aujourd'hui, vous l'avez observé, vous l'avez compris. Donc c'est ça qu'on partage, ce qui fait qu'on est quand même relativement confortable avec l'actionnaire. Donc ça, du coup, ça facilite la pratique et les relations. Mais voilà, ce qui est aussi important, c'est la relation qu'on noue avec nos abonnés. Ils payent assez cher, les abonnés des Échos, pour nous lire. Je pense qu'on a fait l'expérience effectivement des modèles de médias gratuits, puis de médias semi-gratuits. Aujourd'hui, effectivement, le modèle qui, on le voit dans chaque pays du monde, il y a vraiment la place que pour un grand quotidien généraliste, c'est-à-dire avec un modèle économique rentable. En France, c'est objectivement Le Monde. Et puis après, il y a de la place pour des quotidiens qui sont plus spécialisés. C'est le cas des Échos. Et là aussi, on est un modèle rentable, ce qui nous permet à soi cette indépendance. Je crois qu'il y a plein de manières de faire vivre l'indépendance journalistique. Nous, on a envie aussi d'enquêter, on a envie de raconter, on a envie aussi d'accompagner nos lecteurs. Il y a 24 millions de salariés en France, ils vivent dans des entreprises, leur faire comprendre c'est quoi aussi la vie au travail, c'est quoi le rapport entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Autant de sujets qui, pour nous, en tout cas notre lectorat, mérite d'être enquêté et d'être challengé. Voilà ce qu'on fait. Mais effectivement, je crois qu'on cherche tous un modèle à la fois de rentabilité économique. Si Le Monde de 95 avec Colombani et Plenel n'a pas survécu et a perdu l'indépendance, on était à l'époque, effectivement, les journalistes étaient majoritaires dans cette rédaction. Ils ne le sont plus. Alors ils ont des actionnaires qui officiellement n'interviennent pas, je pense, j'espère que c'est le cas, mais ils n'ont plus la dépendance et le contrôle majoritaire du capital à l'époque d'Edoui et de Jean-Marie. Vu qu'on parle d'indépendance, en préparant cette table ronde, vous me disiez que il n'y avait pas forcément plus de pression dans le privé que dans le public. C'est-à-dire que moi, quand j'ai mes confrères et consoeurs qui travaillent dans la radio publique ou la télévision publique, c'est pas plus facile. Quand vous avez un actionnaire qui est le gouvernement, vous avez remarqué que selon la couleur politique du gouvernement, les présentateurs ou les journalistes pouvaient changer. Et qu'est-ce qui va se passer en 2027 Je ne suis pas sûr que ce soit plus confortable d'être dans un média public qu'un média privé, quel que soit le contrôle du média privé. Donc il n'y a pas de solution idéale. Encore une fois, c'est sûr qu'un modèle de détention par les journalistes, qui a longtemps été le cas après la guerre, dans de nombreux journaux de grands quotidiens nationaux français, mais ces modèles n'ont pas survécu parce qu'on n'avait pas trouvé l'équilibre économique qui permettait de rester indépendant. Mediapart a ce modèle, mais encore une fois, et je le dis avec toute amitié et le respect que j'ai pour Mediapart, c'est pas un média neutre pour autant, parce qu'il y a cet engagement qui est assumé, qui est voulu. Et donc, voilà, je pense que la neutralité,
c'est pas lié forcément à l'indépendance. Mais est-ce qu'il existe un média neutre parce Et c'est il y a une confusion entre C'est vrai. neutralité, déontologie, C'est- c'est-à-dire qu'une information est une information, à quel moment ça devient une opinion. Et donc d'ailleurs, ça n'est plus Sébastien, une vous l'avez très information. bien dit en introduction, vous avez dit pourquoi est-ce qu'il y a une défiance avec les médias. Mais en fait, il y a une défiance avec les médias parce que, on l'a tous remarqué, il y a de plus en plus de communautés, en fait, de bulles dans lesquelles les gens se retrouvent, se racontent les mêmes histoires, parfois des histoires qui n'ont rien à voir avec la vérité, vous le disiez. Et donc, il y a une défiance avec à l'égard des médias parce que justement, maintenant, malheureusement, les médias correspondent à vos opinions. À vos opinions qui sont parfois des croyances, qui ne sont pas forcément des faits. Donc il y a une sorte effectivement de paroxysme et d'opposition entre des manières de voir le monde incarnées par certains médias et derrière des communautés très fortes d'auditeurs, de téléspectateurs, de lecteurs qui se sentent en adéquation avec ce que leur dit le média. Est-ce que c'est du journalisme? Ça, on peut poser la question. Je ne sais pas, je ne suis pas sûr. Et bon, évidemment, c'est plus du tout théorique ce qui se passe aux États-Unis. On a bien vu effectivement avec l'allégeance des GAFAM, mais de certains médias, dont certains sont détenus par des GAFAM, pour l'opinion dominante actuelle, c'est-à-dire que c'est celle des néoconservateurs, en tout cas de Trump. Donc voilà, je pense, moi, enfin, juste pour finir, pour ne pas monopoliser la parole, que ce qui est important dans le journalisme, dans notre métier, c'est la communauté éditoriale que représente une rédaction. Parce que la diversité des points de vue, la diversité des individus fait que tous les jours, on discute de l'actualité, on se challenge, on n'est pas d'accord. Et moi, je trouve que le meilleur contrat de confiance qu'on a avec nos lecteurs, c'est le fait qu'ils ont, avec nous, on est 200 journalistes, et tous les jours, dans les conférences de rédaction, on se parle, on discute, on n'est pas d'accord, et on essaye de trouver un consensus de vérité tous les jours pour nos lecteurs. Et je pense que c'est ce que le collectif, c'est le meilleur antidote du dogmatisme, notamment dans nos métiers. Lou, vous voulez compléter? Oui, bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup pour l'invitation. Moi, ce que je voulais dire sur la question de la défiance, c'est que dans ce chiffre, on voit que la défiance, elle est grande. Est-ce qu'il n'y a pas une part aussi juste d'esprit critique, une partie du public qui, en fait, est de plus en plus au fait de comment se construit l'information et qui a une méfiance ou une défiance qui est légitime? Je veux dire, si moi, on me demande si je fais aveuglément confiance à la presse, je vais dire non, comme en fait beaucoup de Français, quoi. Et donc, il y a aussi cette éducation, peut-être, d'une partie de la population qui fait que c'est de plus en plus clair. Un autre élément, c'est que pour moi, une des raisons de la défiance, alors petit disclaimer, j'ai travaillé à Mediapart, donc on se connaît bien avec Karine, et je dis ça avec beaucoup d'amour pour Mediapart et mes anciens collègues, mais je pense qu'une des raisons de la montée de la défiance, c'est aussi, d'une certaine manière, le succès de Mediapart et la manière dont ça a été, dont les gens ont compris ce qu'était réellement le modèle économique de Mediapart. En fait, pour beaucoup de gens maintenant, un média n'est indépendant que s'il ne reçoit aucune subvention publique, que s'il n'appartient à personne d'autre qu'à ses lecteurs. Mediapart est excellent en slogan et tout. Et ça, en fait, ça crée aussi de la défiance, parce qu'il y a plein de médias qui appartiennent à des propriétaires, des gens qui ont de l'argent, mais qui sont parfaitement indépendants, dont les journalistes sont parfaitement indépendants. Et en fait, le fait de dire que dès qu'il y a de la publicité, ou dès qu'il y a de l'argent, dès qu'il y a des subventions publiques, on sort du domaine de l'indépendance, et donc en fait, les journalistes du coup sont à la solde de je ne sais pas quel pouvoir, et ben en fait, c'est aussi un petit peu problématique comme discours. Alors je dis pas que c'est à cause de Mediapart, parce que Mediapart a fait ça activement, mais c'est ce qui a été compris aussi par une partie du public, et même une partie des journalistes, et même dans la presse indépendante, il y en a beaucoup qui ont une vision absolument maximaliste de l'indépendance comme ça, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles il n'y a pas d'autres gros médias qui a émergé après Mediapart. Mediapart, ils se sont lancés, ils ont fait une levée de fonds avec 3,5 millions d'euros, ils ont eu des gros capitalistes à leur capital, ils ont refait des levées de fonds. Enfin, je veux dire, c'est pas du tout le truc où ils sont arrivés comme ça, et d'un coup, parce qu'ils faisaient du bon journalisme, les gens sont abonnés, c'était fini. Et alors, une fois que je vous ai dit ça, qui ne connaît pas Vert dans la salle? Juste, qui ne connaît pas Vert dans la salle? Comme ça, que je sache. Ok, il y en a 2-3. Très bien. Vert, le média, Vert, ouais. Donc, en 2 mots... Pas la couleur, hein, le média. Vert, le média qui annonce la couleur, c'est notre slogan. Donc, Non, Vert, parce en que 2 mots... il y avait un peu de confusion, Lou, dans ta Ouais. question. Donc Vert, c'est un média qui fête ses 5 ans le jeudi 3 avril. Et vous êtes les bienvenus à la machine du Moulin Rouge. Tout est en accès libre et gratuit. Tous nos contenus sont en accès libre et gratuit. Et nous, notre modèle économique, c'est les dons. Et donc on est financé à 90% par les dons de particuliers, pas d'entreprises. Donc on a un modèle économique qui est ultra indépendant. Donc en plus, je dis ça, vraiment, nous, on a joué le jeu de l'indépendance au maximum.
Et en fait, dans ce modèle économique, qui pour moi est perfectible, il y a quand même la notion du fait qu'on ne va pas grandir extrêmement vite. Parce que nous, on ne s'est pas lancé avec une équipe de 25 journalistes, on s'est lancé avec très peu d'argent, très peu de notoriété, très peu de réseau. Donc en fait, c'est un modèle économique qui est extrêmement sain, mais qui dit qu'on va avoir une croissance lente, et que donc pendant un certain nombre d'années, nos informations vont porter jusqu'à un certain point. Et justement, on est en train de réfléchir à la manière de faire évoluer notre modèle économique, qui sera peut-être un peu moins radicalement indépendant, mais qui va nous permettre de grandir. Parce qu'en fait, si on est 100% indépendant, qu'on fait des articles vraiment purs de chez pur, mais qu'il n'y a personne qui les lit, ça sert à quoi d'être indépendant Enfin, ouais, vous voyez ce que je veux dire. Donc on est aussi en fait un peu moins indépendant du fait que nos informations portent moins haut et fort. Voilà, donc moi je voulais dire ça. Et après, ce qui est hyper important... J'ai des questions aussi. Hein, Ah, t'as des questions. Non, mais un dernier mot, parce que c'est hyper important. On parle de contrat de confiance, de relation avec notre public. Nous, nos lecteurs, en fait, ils comprennent exactement ce qu'on fait. On est ultra transparent. Tous les ans, on publie notre rapport d'impact. Il y a écrit combien d'argent on a gagné, qu'est-ce qu'on a fait de l'argent, dès qu'il y a des nouveaux journalistes qui sont recrutés, on montre qui c'est. Enfin, vraiment, en fait, nous, on est toute couture dehors. Et ça crée une relation de confiance qui est absolument unique avec notre public. Et aujourd'hui, il y a 6000 personnes qui nous soutiennent tous les mois, alors qu'ils ne sont pas obligés de le faire, alors que tout est en accès libre et gratuit. Donc c'est aussi la preuve qu'on peut avoir des modèles gratuits et quand même avoir une certaine, avoir une équipe qui grandit et faire du bon journalisme. Et ce qui est vraiment hyper important, c'est de faire la pédagogie de l'information. Et nous, une fois qu'on a expliqué comment travailler, quel était notre modèle économique, on a fait ça sans disqualifier les autres qui ont un modèle économique peut-être moins indépendant et moins pur. Et en plus, cette défiance, elle est d'autant plus problématique qu'aujourd'hui, face à la menace de la désinformation, et on va y venir, les journalistes, et notamment les journalistes dans les grands médias, sont un vrai rempart à la désinformation de masse, notamment sur les réseaux sociaux. Et donc, il ne faut pas qu'on crée une fracture avec les grands médias. Et c'est pour ça que nous, on travaille avec La Croix, on travaille avec France Inter, on travaille avec vraiment tous les grands médias de bonne volonté. Il ne faut absolument pas dire qu'il y a des modèles économiques qui sont purs et qui ont la vérité révélée, et d'autres qui sont par définition dépendants, quoi. Vu qu'on est là sur l'aspect économique, l'indépendance par rapport au monde économique et financier, vous avez envie de grandir et de changer d'échelle avec Vert. Comment est-ce que vous allez faire pour garder cette indépendance avec ce changement d'échelle? Ouais, alors Vert, on n'est pas un petit média indépendant, on est un grand média en construction. C'est vraiment comme ça qu'on se voit. Non mais, Pas mal. non mais vraiment, vous pouvez rire, mais c'est vraiment notre ambition. Et ça, on a bien compris que ça impliquait justement d'être un peu plus créatif sur les modèles économiques, parce que les médias, notamment qui ne sont pas indépendants, eux, il y en a qui sont vraiment pas indépendants. Le budget de CNews, c'est de l'ordre de 100 millions d'euros par an, donc je parle vraiment du summum de la non-indépendance. En fait, c'est plus de 2 fois le budget de toute la presse indépendante réunie. C'est 2 fois le budget de Mediapart, 2 fois celui de Blast, 2 fois celui de Vert et tout un tas d'autres médias. Donc on n'est vraiment pas dans le bon ordre de grandeur en fait, de ce qu'il faudrait pour que nos informations portent et touchent un plus large public. Et donc nous, on réfléchit un peu à des manières on ne veut pas de publicité, on ne veut pas d'actionnaires bizarres, on fait pas, voilà, la fondation Total Energy n'est pas la bienvenue dans le capital de Vert ou dans nos activités. En revanche, on essaie d'être un peu créatif et parmi les nombreuses choses qu'on fait hors les campagnes de dons, on est en train de lancer une offre de conférence qui va s'appeler Vers le futur. Voilà, on aime bien les jeux de mots, on est un peu dans tout ça. Et donc l'idée, ça va être de faire des formats de 1h, 1h30 sur le climat, sur la désinformation, sur l'intelligence artificielle, prendre des grandes questions de société qui sont toutes liées entre elles et aller dans les champs de bataille informationnels que sont les écoles, les entreprises, toute forme d'organisation, les administrations publiques, pour en fait être capable de former des salariés. On a beaucoup de lecteurs en fait qui ont un pied dans la porte de leur organisation et qui vont recevoir nous ou des experts, peut-être Arthur un jour viendra donner une conférence sur l'IA. Et en fait, c'est vraiment un prolongement de l'information qu'on donne, et ça nous permet en fait d'avoir accès à ces espaces-là, qui sont des espaces où il y a beaucoup de bêtises qui se disent, et qui sont aussi des espaces en fait où il y a des marges de manœuvre colossales pour transformer la société. Et si on décide que l'argent, par exemple des entreprises, est par définition très mauvais et qu'il faut absolument pas le prendre, et ben en fait on refuse d'aller aussi dans ces lieux-là. Voilà, on fait pas des missions de conseil, on n'est pas là pour prendre le budget RSE des entreprises, on est là pour former et informer des salariés, et c'est bien voilà, les comités d'entreprise ou les petites boîtes qui vont nous accueillir. Et encore une fois, je pense pas qu'on ira chez Total Energy, quoi. Et comme aujourd'hui, ce média qui est en train de grandir, donc Vert repose sur 6000 abonnés, quelle est l'implication de ces 6000 abonnés dans la ligne éditoriale et dans la gouvernance même du média? Alors justement, nous, on a créé un club, c'est le club de Vert, et donc dès que vous activez un don mensuel, vous rejoignez le club. Alors il y a différents niveaux avec différents types de contreparties qui sont symboliques en fait, hein, c'est pas de l'achat. Et en fait, ces personnes-là, dès qu'on se pose des questions, on les sonde en fait. Dès qu'on se pose des grandes questions, par exemple, il y a 1 an et demi, s'est posé la question de faire un partenariat avec Combini, un partenariat vidéo. Donc j'ai fait des chroniques pendant un moment, et on s'est dit,
Combini appartient à un pétrolier, est-ce que c'est OK pour notre public qu'on y aille? Et nous-mêmes, on se demandait si on était OK avec ça. Et donc, on a envoyé un mail à nos 3000 à l'époque abonnés, enfin donateurs, et on leur a demandé, on leur a expliqué il y avait les tenants et les aboutissants. Combini appartient à un pétrolier, le groupe Perenco est au capital, etc. Donc c'est problématique pour telle ou telle raison. Et d'un autre côté, ça nous permettrait d'avoir accès, de démultiplier notre notoriété en étant avec un média qu'on peut qualifier comme un peu un média de masse, Combini. Et en fait, ils ont voté à 90% pour qu'on fasse le partenariat. Et là où c'est hyper important, c'est que du coup, on n'a rien fait en loose day, on fait tout en fait. C'est pour ça que sur les entreprises, moi je vous le dis, on va pas commencer à donner des confs de manière discrète, et puis d'un coup ça va être révélé, etc. Tout ce qu'on fait, on est hyper transparent. On va expliquer comment on va dans les entreprises, lesquelles on refuse pour des raisons qu'on va essayer d'objectiver. Et donc notre public, on le sonde régulièrement et on leur dit, voilà, je vous l'ai dit, dès qu'il y a une embauche, on les invite à des événements aussi beaucoup. On fait des apéros du club avec des personnalités, on fait des entretiens publics et après on boit des coups avec ces personnalités-là. Et donc en fait, c'est vraiment, notre communauté, c'est vraiment une communauté. On les voit, on les rencontre, ils nous donnent des idées. Parfois on n'est pas d'accord, mais c'est vraiment beaucoup. En plus, c'est vraiment une richesse et c'est quelque chose qui fait du bien parce qu'avoir un média qui est uniquement porté à 90% aujourd'hui par son public et qui vous envoie des dizaines de messages d'amour quand on fait des campagnes de dons en disant vous êtes indispensable. On a eu des trucs de fou. Hein. Moi, j'étais une climato-sceptique. Je vous jure que c'est vrai, on dirait un mensonge, mais j'étais climato-sceptique et j'ai commencé à vous lire et maintenant je suis à fond, je parle de verre partout autour de moi et tout. Donc c'est vraiment, c'est un bonheur absolu d'être porté par un public comme ça plutôt que d'être porté par des actionnaires ou de la publicité, quoi. Merci Lou. Alors justement, on parle de climato-scepticisme. Je vais donner la parole à Eva Morel qui a fondé Quota Climat. Vous étudiez la manière dont les médias couvrent le climat et en matière de lignes souvent floues, on peut dire que le traitement des questions écologiques et climatiques souffre beaucoup dans certains médias. Est-ce que vous voyez une évolution du traitement de ces questions aujourd'hui au cours de ces 7 ou 8 dernières années depuis que vous avez créé Quota Climat? Bonjour à toutes et tous. Je vais commencer par une petite question juste pour sonder la salle, puisqu'il y a une nouvelle qui circule depuis 3 jours en France, selon laquelle une autoroute serait en cours de construction au Brésil dans le cadre de la préparation de la COP30. Est-ce que vous avez vu passer cette information? Et du coup, c'est une fausse information. Et ça a été relayé initialement par la BBC mercredi et ensuite tout un tas de médias français s'en sont fait le relais dans la foulée. Quand je dis tout un tas de médias français, c'est quasiment tous les grands médias français, sachant qu'il y a eu un démenti qui a été publié par le gouvernement brésilien jeudi et que c'est passé inaperçu. Et donc nous, on s'en est fait le relais parce qu'on fait partie de réseaux internationaux d'organisations qui travaillent à contrer la désinformation climatique. Mais c'est important de dire qu'on est dans un moment qui est assez charnière dans la manière dont les faits sont instrumentalisés par un certain nombre d'acteurs, que ce soit des acteurs économiques. Donc on a beaucoup parlé de l'économie fossile, il y a aussi l'économie de l'attention, et je pense que Arthur y reviendra. On a une montée de l'extrême droite et des régimes illibéraux un peu partout dans le monde, et aussi des acteurs complotistes qui surfent sur cette vague pour soit gagner de l'argent, soit faire valoir leurs idées. En fait, ce qu'on se voit, c'est que les médias traditionnels sont le but ultime des stratégies de désinformation. Une fois que la désinformation touche les médias traditionnels, les médias de masse, c'est d'autant plus compliqué de revenir en arrière, de faire des démentis, de faire des correctifs. Et ce qui s'est passé avec ce premier narratif fallacieux à plusieurs mois de distance de la COP, ça montre à quel point cette année, on va être confronté à un certain nombre de narratifs qui vont exploser et qui vont instrumentaliser certaines thématiques. Nous, ce qu'on constate chez Quota Climat, c'est que le climat, c'est le sujet qui est le plus exposé aux tentatives de désinformation à l'heure actuelle. Ça a été objectivé au niveau européen. Donc, en décembre 2024, il y avait 13% des cas de désinformation détectés qui concernaient le climat. C'était 3 fois plus que les cas de désinformation sur Gaza ou sur l'Ukraine. Pour dire, en fait, on est vraiment dans une situation où à la fois la désinformation explose, mais les thématiques ne sont pas toutes touchées de la même manière. Et la raison pour laquelle le climat est particulièrement touché, c'est parce que ça instrumentalise des peurs, ça joue sur des valeurs, sur des narratifs qui sont très présents depuis un certain bout de temps, sur les libertés individuelles qui vont être bridées. C'est-à-dire qu'il y a 42% de la population française qui pense que la transition écologique est un narratif inventé par le gouvernement pour brider les libertés individuelles. Combien? 42%. C'est colossal. Donc, on est vraiment dans une situation où mettre le feu aux poudres est facile. Et la raison pour laquelle Quota Climat travaille sur le rôle des médias traditionnels, c'est un peu pour rejoindre le propos de Lou, parce qu'on pense que c'est possible pour eux de faire rempart à cette désinformation qui croît.
Mais en parallèle de ça, on est confronté à une dynamique où les questions environnementales sont très peu visibles dans les médias. On a lancé avec plusieurs partenaires, avec le soutien de l'ADEME et l'ARCOM, l'Observatoire des médias sur l'écologie, qui est désormais disponible en accès libre observatoiremédiaécologie.fr et qui permet de suivre l'évolution de la couverture médiatique en France des questions environnementales. Aujourd'hui, ça représente 2% du temps d'antenne en ce moment des temps d'information audiovisuelle. Et c'est quelque chose qui est en baisse nette ces derniers mois. Donc depuis 2 ans, on voit une baisse d'à peu près 30% de la couverture de ces sujets. Malgré le fait que la crise climatique s'amplifie, malgré le fait qu'on ait des événements météorologiques extrêmes tangibles qui ont fait des dégâts assez notoires, y compris en Europe. Donc on est vraiment dans une situation où la désinformation augmente, mais l'information n'est pas suffisante pour la contrer, parce que le meilleur rempart par rapport à la désinformation, c'est aussi d'avoir des sources d'information intègres. Donc chez Coda Climat, on pense que c'est important d'adresser ce système complexe en isolant les facteurs et les acteurs, et on pense que le vecteur média est particulièrement important à renforcer, puisque les journalistes pourraient efficacement contrer. On pense pour ça que le cadre de régulation médiatique en France est insuffisant parce que la désinformation aujourd'hui s'amplifie et n'est pas forcément contrée par des sanctions ou des outils qui permettraient d'y remédier à la racine. On a obtenu l'année dernière la première sanction vis-à-vis de CNews pour un cas de désinformation climatique non contredite sur un temps d'antenne de grande écoute, mais c'est une première mondiale. Donc en fait, ça veut dire qu'aujourd'hui, la désinformation climatique dans les médias traditionnels, lorsqu'elle n'est pas contredite, alors même qu'elle ait des effets destructeurs sur l'opinion et qu'elle porte préjudice à des droits fondamentaux, comme le droit à l'information qui est dans notre Constitution, se passe dans l'impunité. Donc ça nous semble problématique et c'est pour ça qu'on essaie de l'adresser. Alors les médias traditionnels sont assez faciles à circonscrire, mais les sources d'information sont très nombreuses avec le numérique, les réseaux sociaux. Comment est-ce que vous opérez? Comment est-ce que vous repérez ces sources de désinformation? Ou même d'erreurs? C'est pas que de la désinformation que vous chassez. Vous chassez juste des erreurs rhétoriques, des erreurs d'information, des manques de précision sur certaines données. Vous n'êtes pas seulement à la chasse aux fake news. Tout à fait. On a commencé à faire de la veille il y a 3 ans, de manière très manuelle, c'est-à-dire qu'on avait une boucle de veilleurs bénévoles qui nous envoyaient des contenus, et ça nous a permis d'alimenter nos réseaux sociaux. Tous les jours, on décrypte des pratiques qui nous semblent intéressantes, positives, innovantes pour inspirer le secteur, ou des pratiques qui nous semblent incomplètes, parfois tordues par rapport à l'état des connaissances scientifiques, voire relever de la désinformation. Et donc ça a commencé manuellement. On s'est vite rendu compte que manuellement, c'était intéressant pour identifier des signaux faibles. En revanche, pour avoir une vision agrégée de la situation, ça allait être largement insuffisant. Il se trouve qu'en quelques années, on a fait un saut dans l'état de l'art de l'intelligence artificielle et on pense que c'est important d'outiller les organisations qui travaillent pour l'intérêt général, aussi d'outils qui soient à la mesure de ce que le camp adverse, entre guillemets, utilise. Donc on a lancé 2 outils. J'ai parlé de l'Observatoire des médias sur l'écologie, qui ne repose pas sur l'IA, mais qui permet d'avoir une première vision agrégée en live de l'état de la couverture médiatique des enjeux écologiques. Et puis on lance actuellement une IA qui permet de détecter automatiquement la désinformation climatique dans l'audiovisuel français, allemand, brésilien et polonais. Et la raison pour laquelle on travaille là-dessus, c'est parce qu'au niveau de la Commission européenne, la désinformation climatique a été reconnue comme un risque qu'il fallait adresser. Mais à l'heure actuelle, nous n'avons pas de données sur ce que ça représente, y compris sur les réseaux sociaux, qui est pourtant l'espace le plus à risque. Dans le cadre de la réglementation européenne sur les contenus en ligne, ce serait quand même important d'avoir des données, mais aussi dans les médias traditionnels qui sont pourtant supposés être les espaces les plus intègres. Donc on pense que produire cette donnée, c'est la première étape pour ensuite pouvoir adresser le problème à la mesure de ce que ça représente, puisque sous-réagir, mais aussi surréagir, ce serait dangereux pour la démocratie, c'est-à-dire qu'on n'a pas non plus envie tout d'un coup de brider la liberté d'expression, puisque ce serait contre-productif par rapport à ce qu'on défend. Et donc produire cette donnée, ça va nous permettre très prochainement de savoir de combien de cas on parle quand on parle de désinformation et aussi de pouvoir reparler de qualité de l'information et défendre quelque chose qui soit plus positif que juste se battre au quotidien. Est-ce que vous avez constaté, j'imagine que oui, une augmentation des fake news avec l'avènement des IA génératives? En fait, je pense que c'est compliqué de dire que l'IA directement est responsable de l'explosion des fake news. Je pense que l'amplification algorithmique participe
clairement au phénomène qu'on voit aujourd'hui, mais il y a tout un tas de facteurs qui participent également. Je pense que la crise de la confiance, la tendance à la déréglementation, la question du backlash écologique qui provient aussi des élites économiques et politiques et pas uniquement de la technologie en tant que telle, sont responsables de la dynamique qu'on voit aujourd'hui s'opérer. Donc je pense que l'IA y contribue, mais ce serait facile de blâmer un outil ou un état d'innovation purement physique, alors que derrière, il y a des dynamiques sociales qui y contribuent également, et que c'est finalement sur ces dynamiques sociales qu'on peut miser pour contrebalancer la dynamique. Alors, je vais donner la parole. Alors, je suis désolé pour tous les intervenants. Envoyez-moi des boulettes de papier si vous voulez que je vous donne la parole, parce que là, c'est pas très confortable de là où je me trouve pour faire circuler la parole. Donc, je passe de l'un à l'autre. Yann Chouquet, vous vous occupez des antennes de la radio ici, Radio Nationale, avec 44 antennes locales. Et quel est le rôle de la proximité, selon vous, dans la restauration de la crédibilité des médias ? Oui, tout à fait. Donc ici, c'est anciennement France Bleu, pour ceux qui n'auraient pas vu le virage. C'est 44 antennes locales réparties sur le territoire. C'est des antennes de service public, donc c'est de l'information publique. Ça rassemble 3 millions d'auditeurs par jour. Et auparavant, pour la petite histoire, moi, avant de travailler sur la direction de ces antennes, j'ai travaillé à la direction de France Inter pendant 7 ans, à la direction des programmes de France Inter pendant 7 ans. Et ce qui est intéressant dans toutes nos discussions, c'est que oui, le modèle par abonnement, c'est super. Le modèle de don, c'est très bien pour garantir une indépendance des médias. Mais il y a toute une partie de la population, et celle à qui je m'adresse aujourd'hui, moi, avec les radios de proximité, qui est un public véritablement populaire, qui, lui, ne considérera jamais que l'information est un poste dépense prioritaire. En fait, c'est vraiment une question de classe qu'on n'a pas encore abordée ici. Il y a vraiment une partie de la population qui fait partie de la chair à canon aujourd'hui, de la désinformation, et ce n'est pas les CSP+, que vous représentez majoritairement ici, que nous représentons majoritairement ici. Merci. Je ne demandais pas à ce que ce soit applaudi, mais c'est vrai que c'est des choses qu'on ne rappelle pas suffisamment. Moi, quand je suis arrivé en ayant quitté France Inter, vous imaginez, je quitte Boboland pour me retrouver sur des antennes locales où j'arrive à Mont-de-Marsan dans une antenne locale, et là je demande au responsable des programmes pourquoi est-ce que le Standard ne s'affole pas quand il fait gagner des places de cinéma. Il me dit, mais ici, le Standard ne s'affole pas quand on fait gagner des places de cinéma, par contre, quand on fait gagner des caisses d'asperges, là, le Standard est complètement débordé. J'ai tout de suite compris où je me trouvais, rien qu'avec cette réponse. Vraiment, là, on est sur vraiment une question de classe, et l'information que nous produisons avec ces radios de proximité, je pense qu'elle est crédible auprès de ce public, parce que ce public, il sait où se trouve la radio. Il la visualise. Il visualise le bâtiment, et de temps en temps, il croise des journalistes sur les marchés. Et là, à ce moment-là, on obtient de la crédibilité. Parce que c'est ce public, le public auquel on s'adresse tous les jours, avec ces radios, il ne croit plus en rien. Il ne s'informe plus, sauf sur ce qui concerne un cercle vraiment très concentrique, c'est-à-dire en gros 30 km autour de son lieu d'habitation, vraiment grand maximum. Donc, moi, c'est pour ça que j'ai quitté la radio, cette formidable radio qui est France Inter, mais c'est parce qu'en des temps véritablement troublés, comme ceux que nous vivons, où je pense, moi, au contraire, que l'IA générative va nous plonger dans une catastrophe terrible en ce qui concerne la désinformation, je pense qu'il est temps d'aller au contact de ces populations, de leur parler autrement du climat, d'ailleurs. Parce que ces populations qui ressentent une énorme défiance, hein, c'est la partie dont on parlait dans le baromètre tout à l'heure, ces gens qui ressentent une énorme défiance parce qu'ils ont l'impression que les médias nationaux et les grands médias publics sont directement liés au pouvoir. Ils ne se posent pas la question. C'est cette population qui représente véritablement la chair à canon de la désinformation.
Aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez constaté, par exemple, qu'il y a énormément de sites d'information locaux, des petits pure players, qui sont à 100% fabriqués par des IA génératives. C'est-à-dire que tous nos camarades de la PQR et de la PHR se retrouvent avec leurs articles qui sont complètement pompés par des IA, qui pompent le contenu, le réécrivent, le publient. Et tout ça, ce sont des modèles qui fonctionnent sans aucun journaliste. Il y a juste quelqu'un de malin derrière un computer qui a organisé une recette qui pompe les contenus locaux, qui les republie. Et le public, moi, auquel je parle avec les radios locales tous les jours, il ne perçoit pas la différence. Parce que sur les réseaux sociaux, quand il voit que quelque chose d'écrit, il y croit simplement parce qu'il n'a pas été sensibilisé à ces questions et que ce n'est pas dans ses priorités au quotidien. Voilà pourquoi je pense que les médias locaux peuvent nous aider à contrecarrer cette vague qui va être absolument terrible. Donc il faut absolument se réimplanter localement, puisque la perte de part de marché de la presse locale et la fermeture de la PQR ouvre la porte à la Poste Vérité. Exactement. Aux États-Unis, j'avais lu un papier, peut-être vous l'avez lu dans le Washington Post, qui disait que là où la presse locale avait disparu, et aux États-Unis, elle a été sérieusement attaquée, là où la presse locale a disparu, l'abstention monte en flèche. Pourquoi l'abstention monte en flèche? Parce que tout simplement, les gens ne sont plus informés. Et puis là où la presse locale disparaît, il est très facile si un bâtiment, une grange se met à brûler, à partir du moment où il n'y a pas de journaux locaux, de journalistes locaux qui vont venir vous expliquer pourquoi il y a eu un incendie sur ce bâtiment, il est très facile pour quelqu'un de publier un post et de dire que ouais, c'est les Roumains qui étaient de passage, qui se sont installés, et puis comme d'habitude, ils ont cramé le lieu parce qu'ils ne respectent rien, ces gens-là. Et voilà, à partir du moment où il n'y a pas de journalistes qui, localement, vont pouvoir poser une vérité sur un fait, la désinformation s'installe. Alors on a attendu... Alors je ne sais pas déjà si certains d'entre vous voulaient réagir, mais je voulais donner la parole à Arthur. Ah, Lou? Oui, pardon, un tout petit mot, parce que j'ai réalisé que j'étais beaucoup plus dur avec Mediapart que ce que je voulais dire initialement. Et que, non, mais en fait, ce que j'aurais dû dire au tout début, et c'est vraiment, c'est ce que je dis régulièrement, en fait, le modèle économique de Mediapart est spectaculaire. Effectivement, personne ne pariait là-dessus au milieu des années 2000. Et d'ailleurs, à Mediapart, à l'époque, j'avais monté une vidéo d'Alain Minc qui disait en 2007 que Mediapart, ça ne peut pas marcher, ça ne marchera jamais. Et Un visionnaire. Personne n'y croyait. Donc, on a effectivement un modèle économique qui est hyper indépendant et qui a prouver que certaines choses étaient possibles alors qu'on pensait qu'elles étaient impossibles. Et ce que je voulais dire, c'est que c'est pas tant ce que Mediapart dit ou a fait que ce qu'une certaine partie du public a compris. Et donc il y a beaucoup de gens qui pensent du coup que les médias qui ont des modèles qui sont un peu moins radicaux et moins purs que celui-là sont des médias qui ne sont pas indépendants. Et je le dis parce qu'en école de journalisme et même dans le paysage de la presse indépendante, c'est des discours qu'on entend beaucoup avec des gens qui n'ont pas exactement compris à la fois ce qui était vraiment fait par Mediapart et qui du coup ont vraiment une vision un peu très, très pure et très radicale et qui laisse à croire qu'il n'y aurait pas d'autres modèles économiques possibles. Je voulais juste préciser ça. Et évidemment, la défiance, elle est un peu plus grande quand on a des milliardaires interventionnistes qui viennent changer la ligne éditoriale de médias que quand on a un Mediapart. Donc là, maintenant, du coup, Christophe, voilà, juste dire ça. Je plaisante. Merci, Lou. Je voulais laisser la parole à Arthur maintenant. Arthur Grimont-Pont, qui est spécialiste d'intelligence artificielle. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites et beaucoup de perches qui ont été tendues avec ces différentes interventions. Je voudrais que vous nous expliquiez déjà, pour commencer, ce qu'est l'algocratie et son influence sur l'information. Vous avez 2 minutes. Alors, l'algocratie, c'est le pouvoir donné aux algorithmes. Et il y a un domaine de notre vie sociale dans lequel ce pouvoir s'exerce de façon singulière, c'est l'information. Souvent, on dit que la première rencontre de l'intelligence artificielle avec l'humanité, ce sont les réseaux sociaux. Tous les jours, il y a 5 milliards de personnes qui passent environ 2h30 par jour, en moyenne, à scroller sur leur téléphone et donc à faire défiler de l'information au sens très large du terme. Même pour les médias, les algorithmes sont la première force d'accès à leur public, les médias en ligne du moins.
On estime que 2/3 de l'audience, 2/3 du reach des médias en ligne se fait via les algorithmes de Google Search et ceux de Facebook, Instagram et dans une moindre mesure X. Et donc ces algorithmes ont un pouvoir considérable dans la façon dont on comprend, dont on met à jour notre connaissance du monde tous les jours. Ces algorithmes obéissent à 2 types d'objectifs. Au premier ordre, ils maximisent uniquement une intention économique et au second ordre, ils obéissent à des intérêts idéologiques, ceux en général des propriétaires des plateformes. Du point de vue du modèle économique de ces plateformes, ce sont des machines à convertir votre attention en revenus publicitaires, c'est-à-dire que ces algorithmes visent à sélectionner dans l'océan de contenu disponible celui qui, à un instant T, a le plus de chances de retenir votre attention. C'est ce qu'on appelle la guerre de l'attention. Et dans cette économie, ont surgi les entreprises les plus puissantes de la planète, celles aux plus importantes capitalisations boursières du monde, les GAFAM, ou presque toutes les GAFAM, presque toutes les entreprises qui composent ce sigle. Et évidemment, ça c'est une situation qui précède le rachat par exemple de Twitter par Elon Musk. Les propriétaires des plateformes sont eux-mêmes en mesure d'imposer à ces algorithmes une forme de ligne éditoriale très stricte, de nature à imposer leur vision du monde à plusieurs milliards de personnes. L'impact de ces algorithmes sur notre représentation du monde est évidemment considérable. Il y a énormément d'études qui ont été faites à ce sujet et toutes vont dans le sens, pour simplifier, de dire que ces algorithmes tendent à accorder une préférence systématique à la haine, au mensonge et à l'outrance vis-à-vis de la paix, l'honnêteté et la nuance. Et donc multiplié par les milliers et milliers d'échanges qu'on a quotidiennement, les interactions quotidiennes qu'on a avec ces algorithmes à l'échelle de l'humanité, ça donne lieu à des théories complotistes absolument délirantes, comme celle par exemple de QAnon, à laquelle adhérait un électeur républicain sur 3 en 2021 aux États-Unis, selon laquelle les démocrates enfermaient des bébés dans leur cave pour boire leur sang et accéder à la vie éternelle. Et donc ça ne concerne pas du tout une frange marginale de la population. Ce sont des théories qui sont très massivement répandues sur les réseaux sociaux à la faveur de ces algorithmes qui... voilà, on entend souvent l'expression de chaos informationnel pour désigner ce qui se passe en ce moment sur les réseaux sociaux, mais ça ne rend pas justice à la situation actuelle, puisque l'information sur les réseaux sociaux est en réalité très structurée et elle l'est au service du pire. C'est-à-dire qu'on amplifie systématiquement le pire de ce dont est capable l'humanité. Et ça consiste aussi à invisibiliser le journalisme libre et indépendant, la presse d'une manière générale. Sur une simple décision du propriétaire de Facebook, dont la société mère est Meta, Mark Zuckerberg donc, a décidé d'invisibiliser le journalisme de Facebook, puisqu'il décrétait que ce n'était pas rentable et puis que ça suscitait trop de backlash du public du point de vue justement du contrôle éditorial de ces médias. Et donc il a divisé par 4 l'audience du journalisme sur Facebook. Facebook concerne 3 milliards de personnes, donc on pourrait appeler ça la plus grande censure que le monde ait jamais connue finalement, sauf qu'elle n'a pas eu lieu en Chine ou en Russie, elle a eu lieu dans les démocraties occidentales, et on ignore massivement que ça a eu lieu. Je ne sais pas combien d'entre vous savaient que Facebook avait décidé unilatéralement de diviser par 4 l'audience de la presse sur ces plateformes. Donc c'est évidemment très problématique du point de vue de l'accès à une information fiable, puisque ça laisse la place, ça ouvre grand les vannes à tout ce qui n'est pas de l'information professionnelle libre et indépendante, donc de la désinformation. Et notamment dans le contexte géopolitique qu'on traverse, c'est particulièrement dangereux. On entend souvent l'expression que le front se situe 2000 km à l'est de Strasbourg, mais en réalité, il ne se situe pas 2000 km à l'est, il ne se situe même pas aux frontières de la France, il se situe dans notre poche. Tous les jours, vous avez de la propagande russe qui est servie par les algorithmes de ces plateformes, qui ne sont pas simplement poreux ou complaisants vis-à-vis de cette propagande. Ils l'amplifient à outrance, c'est-à-dire qu'ils en sont les principaux moteurs. En Roumanie, par exemple, il a suffi au Kremlin de débourser quelques dizaines de millions d'euros, ou voire quelques millions d'euros seulement, d'après des documents déclassifiés des services de renseignement roumains, pour faire arriver au pouvoir d'une élection démocratique nationale un parfait inconnu pro-russe. C'est-à-dire proche du pouvoir. Il y est arrivé par les élections et la Cour constitutionnelle a décidé de ne pas...
Voilà, pardon. Et il ne pourra pas se présenter aux prochaines élections Vous avez raison de préciser. En tout cas, le rôle de l'algorithme de TikTok est indubitable. On voit qu'on se protège en s'armant à raison de centaines de milliards d'euros dans le domaine physique, mais nos frontières numériques, pour ainsi dire, n'existent pas. Pire, on a un ennemi intérieur qui est extrêmement puissant en la personne donc de ces entreprises technologiques qui contrôlent largement notre accès à l'information. Mais il y a un problème encore plus fondamental que la porosité ou l'amplification de cette propagande, c'est tout simplement l'amplification structurelle du faux, du mensonge, de l'outrance. Par exemple, lors des élections fédérales en Allemagne, l'ONG Global Witness a montré que 80% des contenus étaient favorables au parti AfD, qui est donc pro-russe, climato-sceptique, d'extrême droite. Et ce parti n'a fait que, c'est déjà beaucoup, mais 20% des intentions, des votes lors de l'élection. Donc cet algorithme avantageait outrageusement le parti d'extrême droite, et ces algorithmes, d'une manière générale, amplifient toutes les forces réactionnaires qui divisent l'Europe, qui l'affaiblissent, et invisibilisent par ailleurs toutes les forces de cohésion qui nous seraient particulièrement utiles aujourd'hui en Europe. Donc face à ce constat assez, disons, accablant, bien qu'il commence à être connu, c'est l'avantage de la situation actuelle, elle est tellement évidente qu'on commence à se demander mais où sont les coupables, il va bien falloir les condamner. Reporters sans frontières propose plusieurs choses. La première, c'est d'appliquer le droit européen. On a de la chance d'avoir un droit européen qui s'applique aux plateformes, du moins qui est supposé s'appliquer aux plateformes, avec notamment le DSA, la réglementation européenne sur les services numériques, et le AI Act dans le domaine de l'intelligence artificielle. Il va falloir aussi renforcer ce droit, puisque pour l'instant, le DSA notamment se concentre principalement sur des questions de modération, c'est-à-dire qu'on essaye d'identifier a posteriori des contenus faux ou propagandistes, et on le fait souvent avec des moyens humains, et en le faisant, en fait, on essaye de vider un océan à la cuillère. L'océan continue d'être rempli par des fleuves de désinformation poussés par les algorithmes, et au milieu de ça, on essaye de trouver quelques bribes de désinformation pour les débunker ou les faire sortir des algorithmes. Donc les moyens ne sont pas à la hauteur de la menace. Il va falloir renforcer la loi et obliger les plateformes qui contrôlent l'accès à l'information à amplifier la visibilité des sources d'informations fiables, que sont par exemple les médias libres et indépendants. Reporters sans frontières a proposé une norme qui s'appelle la JTI, la Journalism Trust Initiative, avec un accent français pour bien comprendre. Et cette JTI est une norme ISO. N'importe quel média se revendiquant libre et indépendant peut essayer de la rejoindre. Il aura un audit, et le but c'est de certifier que ce média obéit à une ligne éditoriale, à une indépendance financière. Et le but de cette norme, c'est d'exiger des plateformes qu'elles amplifient la visibilité des médias certifiés. Donc ça procure un avantage aux médias et au public de ces médias. Voici la proposition principale donc, de RSF. Et puis, à titre personnel, moi, je pense qu'on aurait intérêt à aller plus loin et développer une forme de place publique de l'information numérique. Ça nous semble évident que, par exemple, quand on se balade dans la rue, on ne doit pas payer de nos données personnelles la liberté de circuler librement, mais il faudrait qu'il y ait un peu la même chose sur une place publique sur laquelle on puisse s'exprimer sans être épié en permanence par des machines à générer de la publicité. Ces plateformes pourraient accorder de la même façon un avantage systématique à de l'information de qualité. Et alors comment on juge que cette information de qualité? On pourrait le faire démocratiquement, on pourrait s'entendre collectivement sur la façon de récompenser telle ou telle prise de parole, plutôt que uniquement par sa capacité à retenir l'attention instantanée. Jean-Christophe Ploquin voulait compléter. Allez-y. Oui, je voulais rebondir parce que ça croise ce que vous dites et tout ce qui a été dit. D'abord, juste un mot, mais je trouve que la variété des points de vue et la variété des médias autour de cette table ronde, elliptique, on va dire, est remarquable. Enfin, c'est juste bluffant et ça fait plaisir de vivre en France. Enfin, quand vous avez comme ça une variété aussi grande, avec d'ailleurs des scénarios aussi, de modèles économiques aussi différents, on a tendance à dire, finalement, on a besoin de tout ça, quoi. Mais pour rebondir sur ce que vous disiez sur le rôle des algorithmes, du coup, là aussi, je reviens sur le baromètre des médias. Il y a chez vous un très fort sentiment d'inquiétude
vis-à-vis de la liberté d'expression. 77% des gens dans le sondage estiment que la liberté d'expression est menacée en France, chez nous. Et 81% estiment que les opinions radicales sont de plus en plus répandues. Et en même temps, il y a une demande de journalisme davantage engagé. Et par rapport, c'est une réflexion qu'on peut lancer, mais par rapport à la notion d'objectivité, qui était une notion cardinale des écoles de journalisme quand je l'ai faite, finalement, on voit que la notion d'engagement, elle vient un petit peu challenger cette notion d'objectivité et que beaucoup de Français, beaucoup d'entre vous, et notamment les plus jeunes, les moins de 35 ans, trouvent que c'est une bonne chose que les journalistes ou les médias soient engagés quand ils proposent de l'information. Et moi, ça m'interroge un petit peu, c'est-à-dire que pour résumer, Mediapart s'est bien présenté comme média engagé, Vert est un média engagé, mais je me pose la question, est-ce que Hanouna, alors il n'est pas journaliste, mais est-ce que ce n'est pas aussi engagé? Et donc l'engagement, où est-ce qu'on le situe et comment est-ce qu'on fait avec des engagements comme ça différents? Jean-Christophe, est-ce qu'on peut rajouter un adjectif à engager, peut-être honnête? Oui, honnête. Oui, mais honnête. Non, mais c'est pas seulement un bon mot, c'est-à-dire honnête intellectuellement, c'est-à-dire que ça, honnête, la c'est pas pratique seulement... journalistique a des règles bien précises. C'est-à-dire qu'une information n'est pas comme ça juste une opinion, en se disant tiens, je vais la balancer et dire elle est tout ce qui bien, me passe par la tête. honnête, c'est au-delà de l'enjeu financier. On ne parle pas du capital là, mais on parle de effectivement l'état d'esprit dans lequel le journaliste ou le média va traiter une information. Effectivement, ça passe notamment par le fait d'avoir plusieurs sources d'informations qui vont valider une information qu'on peut avoir. Et donc dans cet univers, je dirais, finalement assez inquiétant, puisque en tout cas c'est comme ça que vous le percevez, je pense que l'un des fils que les médias doivent entretenir, et ça a été aussi dit aussi, finalement c'est le fil du lien au lecteur, c'est le fil du lien à la communauté, et je pense que chacun de nos médias doit être très attentif. On est dans cet univers algorithmique et il faut faire avec, mais on est aussi dans cet univers physique où vous êtes là devant nous, où on est à 1 mètre ou à 2 mètres l'un de l'autre, et donc où on peut organiser aussi la rencontre physique entre des journalistes et des lecteurs. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait à la Croix. Par exemple, il y avait hier 15 lecteurs de la Croix qui ont été accompagnés par une de nos journalistes qui ont passé une journée ici. Bon, c'est des liens, évidemment, on va le faire un peu valoir sur les réseaux sociaux, mais c'est des liens qui sont super importants parce que là aussi, ça crée énormément de confiance. Un autre élément, c'est de croiser les publics. Et Lou, tu mentionnais tout à l'heure, on va travailler avec Vert d'ici 1 mois pour créer un événement à Paris, fin mai. On a travaillé avec Brut aussi sur une opération qui s'appelle Faut qu'on parle. Et je pense qu'en croisant les publics, là aussi, on apprend à se connaître, on diversifie et on se soutient mutuellement. Je pense il ne faut pas imaginer des médias qui soient tout le temps à se tirer dans les pattes. Je pense qu'il faut aussi chercher des collaborations et des soutiens mutuels entre les médias. Et puis un dernier point, je mentionnais Faut qu'on parle. Donc c'est une opération que la Croix a lancée avec le média Brut. Et Faut qu'on parle, c'est l'idée que on demande à nos lecteurs, on signale à nos lecteurs, on va organiser une relation, une rencontre face à face, une personne face à une autre personne, dont vous savez à l'avance qu'elle va avoir une opinion différente de vous, voire vraiment antagoniste, contradictoire. Mais vous avez quand même envie de la rencontrer. Vous avez envie de savoir pourquoi elle penserait différemment de vous, et vous avez envie de confronter vos points de vue, et peut-être bien de la convaincre, ou en tout cas de ressortir apaisé de cette rencontre. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on a fait au printemps dernier. Donc il y a eu 3000 rencontres comme ça en France, en one-to-one, on va dire. Et là, c'est aussi l'une des vocations des médias, c'est de permettre au débat, dont on voit qu'il est de plus en plus polarisé en France, c'est ouvrir des espaces de débat qui soient davantage apaisés, qui n'érodent pas les arêtes qu'on peut avoir sur telle ou telle position, mais qui permettent en tout cas d'échanger et de sortir des bulles dont on a parlé tout à l'heure, des bulles informationnelles. Merci, merci Jean-Christophe. Christophe voulait... Oui. Moi, je voulais rajouter 2 choses à ce qu'avait dit Arthur, qui ne vont pas forcément dans le sens de vous rassurer, mais c'est d'abord pourquoi est-ce que les GAFAM ont réduit le nombre
de posts originaires de journaux, que ce soit le cas effectivement pour Facebook, mais c'est également le cas pour Google. Google qui, depuis plusieurs semaines, mène une expérimentation dans différents pays d'Europe. Il y a d'ailleurs une procédure judiciaire qui l'a empêché de le faire en France, d'enlever tous les contenus issus de journaux dans le résultat des requêtes Google. La raison pour laquelle Facebook l'a fait ou Google l'a fait, c'est parce qu'on avait négocié des accords avec eux pour être rémunérés justement en partie lorsque des articles faits par des journaux étaient utilisés par leur moteur de recherche et dans le résultat de leur recherche. Et comme ça leur coûte, c'est ce qu'a fait Meta, c'est ce que fait aussi Google, ils choisissent d'enlever ce contenu qui leur coûte quelques millièmes de centimes, mais quand même c'est toujours trop. Et donc c'est la raison pour laquelle ils ont fait ce retrait des sources de journaux officiels. La deuxième chose qui est encore plus inquiétante peut-être que celle-ci, c'est que quand vous discutez avec les experts de l'IA, quand vous discutez avec, j'ai la chance de discuter avec, vous savez, Harari qui a fait Homo sapiens et Deus et qui a publié Nexence, qui a eu cette discussion avec Zuckerberg sur pourquoi est-ce que les réseaux sociaux antagonisent, pourquoi est-ce qu'ils ont créé des communautés qui s'ignorent et qui restent dans leur bulle. En fait, Zuckerberg dit qu'au départ, je ne sais pas si on peut le croire, mais c'est possible, il n'avait pas du tout cette intention, sauf qu'il a demandé à son IA, à ses algorithmes, de trouver le manière de susciter le plus de réactions et de clics de la part des abonnés Facebook. Et en fait, les algorithmes ont tourné, réfléchi, essayé, et en fait, ce qui permettait d'avoir le plus de clics, le plus de vues, le plus de retours, le plus de réactions, c'était des propos violents, racistes, faux. Et en fait, tout ça fonctionne beaucoup plus que la réalité et la mesure. Et donc, en fait, les algorithmes ont pris cette habitude de vous exposer, d'exposer ce genre de contenu parce qu'il fonctionne mieux, c'est la nature humaine, il suscite plus de réactions et ils ont créé effectivement ces communautés qui ne se parlent pas. Dernière chose, quand même, je trouve ça formidable qu'on ait effectivement ce débat à l'Université de la Terre, parce qu'évidemment, la transition vers un monde meilleur d'un point de vue écologique, d'un monde meilleur vis-à-vis de l'égalité entre tous, ça passe aussi par un monde où on continue de défendre nos valeurs de liberté et de la possibilité de débattre, de ne pas être d'accord et de dire des choses qui ressemblent ou qui se rapprochent le plus de la vérité, notamment scientifique. Donc merci d'organiser aussi un débat autour des médias dans le cadre de l'Université de la Terre. Merci Christophe. Là, du coup, je vais réussir. Pardon, monsieur ? Oui, dans un instant, monsieur. Je vous promets que vous pourrez poser une question. À moins que vous ayez un bus qui arrive dans 5 minutes. Non, mais rassurez-vous, je gère le temps, tout va bien. J'ai bien noté que vous aviez envie de poser une question, donc vous serez le premier à poser une question dans un instant. Voilà, ça y est, vous êtes en haut de la liste. Je vais donner la parole à Yann Chouquet d'abord. Très rapidement, pour que vous puissiez poser des questions. Alors, il y a d'autres personnes qui veulent parler avant, monsieur. Oui. Non, je reviens sur la notion de liberté d'expression dont Jean-Christophe a parlé. La liberté d'expression, on ne s'en est pas rendu compte, mais ces dernières années, on se l'est fait voler. On se l'est fait voler parce que qui revendique la liberté d'expression aujourd'hui? C'est CNews, ce sont en France. Et Europe 1 en a fait son slogan. Voilà. Les médias qui sont à l'extrême droite revendiquent la liberté d'expression. Et aujourd'hui, nous tous ici, nous représentons la doxa. Voilà, celle qui est proche du pouvoir et qui essaye de vous influencer. Et donc ça, c'est le point sur lequel je voulais intervenir. Et puis j'ai oublié le dernier, donc je repasse la parole. Merci Yann. Karine, vous vouliez compléter sur l'engagement ? Oui, tout à fait. Je pense que c'est vraiment une discussion intéressante, la question de l'engagement, puisqu'effectivement, on a été sollicité là-dessus, sur cette question, en disant Mediapart, Vert sont des journaux engagés. Effectivement, ce qu'on assume pleinement, ce qu'on pense par ailleurs, c'est que La Croix, les Échos sont aussi des journaux engagés, au sens où ils ont des valeurs qu'ils défendent. Ça s'appelle une ligne éditoriale. Et donc, chaque journal digne de ce nom a une ligne éditoriale et donc des valeurs défendues par son équipe. Après, ça n'empêche pas évidemment un pluralisme de l'équipe et des débats, des discussions qui sont très intéressantes et qui produisent au fond ensuite ce que vous pouvez lire dans les journaux. Pour moi, ce qui est important, c'est de se dire qu'effectivement, les journalistes sont situés, ils ont des histoires, ils ont des parcours, ils viennent de ci, de là,
et ils portent des valeurs. Et c'est vrai qu'à Mediapart, nous, on défend des valeurs qui, somme toute, sont assez classiques et qui se trouvent être au cœur de l'article 1er de la Constitution française. Donc vous voyez, ce n'est pas si extravagant que ça, des valeurs d'égalité, de justice sociale, des valeurs de probité, de transparence, de lutte contre les discriminations, etc. etc. Donc voilà, je resitue juste ça, puisqu'effectivement, on considère qu'il n'y a pas de neutralité, mais ça aussi, je crois qu'on l'apprend aujourd'hui, fort heureusement, dans les écoles de journalisme. Et ce qui me paraît hyper important dans les moments qu'on est en train de traverser, effectivement, c'est de remettre l'information, les faits, recoupés, documentés, vérifiés au centre, puisque le combat majeur auquel on a à faire face, ça a été dit par la plupart de la totalité même des intervenants sur cette table, c'est un combat contre la désinformation. Et effectivement, c'est une bataille culturelle qui est menée en France par la Galaxie Bolloré, qui potentiellement pourrait gagner, qui est en passe de gagner. Et donc là, il faut assumer ce qu'on est, des journalistes qui travaillent, qui ont des codes de déontologie, qui ne publient pas n'importe quoi, qui mettent du temps pour trouver des informations, pour les vérifier. Et alors là, pardon, je reviens sur ce modèle d'indépendance sur lequel chacun s'est positionné, et j'en suis fière d'une certaine manière, évidemment. Nous, on considère que c'est cette indépendance qui nous permet de produire des enquêtes qui prennent du temps, qui prennent de l'argent. Je pense évidemment à l'affaire libyenne qui est en procès aujourd'hui, l'affaire Sarkozy-Kadhafi, scandale d'État, 14 ans d'enquête, et pour ça, effectivement, pour trouver ces faits minutieusement recoupés d'année en année, tirer les fils, eh bien, il faut du temps, il faut de l'argent, et quand on est indépendant, pour ça, c'est mieux. Et je suis tout à fait d'accord avec l'idée qu'être indépendant sans être rentable, ça ne sert à rien. C'est pour ça qu'à Mediapart, on s'efforce d'être rentable, et de fait, on est rentable depuis 14 ans déjà, c'est-à-dire que grâce à nos lecteurs, nous gagnons plus d'argent que nous en dépensons, et c'est effectivement absolument nécessaire, puisque être indépendant sans pouvoir être en capacité d'informer, ça ne sert strictement à rien. Merci Karine. Alors, il va falloir conclure, sinon, comme ça, monsieur pourra poser sa question. Comment est-ce que vous vous appelez, monsieur ? Philippe va pouvoir poser sa question dans un instant. J'ai encore à donner la parole à Eva, puisque Eva, vous observez tout cela avec l'angle écologique, et comme nous sommes à l'Université de la Terre, je pense que c'est intéressant de vous donner la parole, à moins que d'autres veuillent conclure. Mais alors non, Jean-Christophe, vous ne pouvez pas me faire ça. Quand vous prenez la parole, ça dure 25 minutes. Je veux bien, mais dans ce cas, je mets un sablier, et comme ça, vous pourrez parler si vous voulez. Donc on va faire, je vais donner la parole à Eva, évidemment. Quiconque veut conclure le fera, et puis ensuite, j'aimerais donner la parole à la salle aussi. Sur les solutions, Eva. Je serai brève. Je pense qu'on a beaucoup parlé de choses très angoissantes, de problèmes systémiques, et que c'est important aussi de tracer quelques pistes de solutions. L'impression que tout ça peut donner, c'est qu'on est impuissant, qu'on est démobilisé, et que ça suscite le désengagement par rapport à des dynamiques qui nous dépassent. Je pense que c'est aussi un sentiment que veulent nous faire sentir certains acteurs qui, justement, déconstruisent des corps intermédiaires, déconstruisent des contre-pouvoirs et les décrédibilisent via des narratifs de désinformation. Au contraire, l'expérience qu'on a ressentie avec Quota Climat, c'est un profond sentiment de puissance en tant que citoyen lorsqu'on s'organise et qu'on fait appel à des leviers collectifs qui existent encore aujourd'hui, qui sont entre les mains notamment de l'autorité de régulation audiovisuelle, l'ARCOM. Il y a aussi un conseil de déontologie journalistique en France qui n'a pas beaucoup de pouvoir, mais qui a le mérite d'exister, et qui existe aussi par la confiance qu'on lui octroie. Et donc je pense que c'est important de se dire que par rapport à toutes ces dynamiques tétanisantes, se structurer, rejoindre des organisations et défendre une exigence forte par rapport à l'information qu'on consomme, c'est des leviers qui fonctionnent. Nous, on a eu plusieurs victoires à notre actif. On a apporté une proposition de loi qui est aujourd'hui défendue par 80 députés à l'Assemblée nationale et qui est cosignée notamment par 3 présidences de commission et un ancien président de la République. On a obtenu des premières sanctions vis-à-vis de gros médias qu'on dénonce autour de la table. Et puis au niveau de la Commission européenne, on s'est rendu audible en quelques années. Et je pense que ça, c'est la preuve qu'il y a encore un sentiment de puissance à ressentir. Mais pour ça, il faut se mobiliser collectivement. Merci beaucoup. Est-ce que je peux donner la parole à Philippe, à moins que Jean-Christophe ?
Allez-y, Jean-Christophe. Alors, pardon, effectivement, vous pouvez retourner le sablier et vous m'arrêtez si je suis trop long. Mais c'est juste parce que pour finir donc, sur le sondage, on a aussi posé des questions relatives aux enjeux environnementaux et écologiques. Et donc, très rapidement, on se rend compte que la perception des Français par rapport au traitement de l'information sur le changement climatique et l'environnement est plutôt en train de progresser. C'est-à-dire la perception que les médias traitent bien de ces sujets est parti d'un très bas en 2022. On était très bas, c'était l'année des incendies. Je pense que les Français ont eu le sentiment qu'on ne leur avait pas expliqué ce qui se passait. Et aujourd'hui, donc, on a 40% des Français qui disent oui dans les médias. Les médias, c'est un peu vague, mais 40% disent oui, dans les médias, le traitement est à peu près OK. Mais en revanche, il y en a aussi 40%, c'est peut-être en partie les mêmes, qui en voudraient encore plus. Et donc, je trouve ça très intéressant, dans la séquence où on est, où on a l'impression que les enjeux écologiques sont en recul, disparaissent un petit peu des écrans, eh bien non, vous en voulez toujours. Et ça, je trouve que pour nous, les médias, c'est très intéressant de l'enregistrer. Et aussi, dernière remarque. Vous avez vu comment il est? C'est incroyable. C'est la dernière remarque, c'est que les médias, enfin, une autre appréciation des Français là-dessus, les Français trouvent que les médias ne donnent pas assez de raisons d'espérer ou ne donnent pas assez de solutions quand ils traitent des enjeux environnementaux. Et donc, je pense que là aussi, c'est quelque chose qu'on doit prendre pour nous. Et c'est un peu pour ça qu'à la Croix, on a lancé toute une opération en 2025 qui s'appelle Parlons écologie, justement pour avoir une approche davantage tournée vers les solutions et les bonnes nouvelles. Et c'est pour ça, voilà, ce numéro, il s'inscrit aussi dans ce cadre-là. Merci beaucoup. Merci Jean-Christophe. Est-ce qu'il y a une forme d'émotion qui monte chez vous, Philippe? Parce que là, c'est votre moment, mais il faudrait parler dans le micro. Vous avez un micro juste derrière vous. Là, regarde, là, voilà. Il faudra appuyer sur le petit bouton rouge, si vous n'en avez pas devant vous. Voilà. Alors oui, il y a une forme d'émotion. J'ai une question qui... Merci pour vos éclairages à tous. Il y a une question qui est très simple, très sincère, qui n'est pas du tout rhétorique et qui est ancienne depuis plusieurs années. Vous êtes visiblement tous conscients des enjeux d'indépendance, de confiance, de fake news, de lien social créé par les médias. Pourquoi ne faites-vous pas de la pédagogie à l'esprit critique dans chacun de vos articles, sans exception? Pourquoi vous ne faites pas ça? Il y a un naufrage aujourd'hui des médias. Ce naufrage permet la montée des extrémistes. Ce naufrage permet énormément de dérives politiques. Pourquoi n'assumez-vous pas cette responsabilité d'éducation? Alors, j'ai envie de tendre la perche à Arthur, qui a un point de vue bien précis sur l'éducation aux médias. Est-ce qu'on est dans ce cadre-là, par rapport à ce que vous pensez, de réponses que vous pourriez donner à Philippe? Je vois que vous vous souvenez très bien de notre conversation. Ah bah oui, j'étais là. En effet, c'est moi c'était pas une IA qui vous a interviewé. Alors c'est un point de vue qui est un peu en contrepoint, en effet, de ce qu'on entend souvent sur l'éducation aux médias et à l'information. Je soutiens évidemment toute éducation à l'esprit critique, notamment à l'école dès le plus jeune âge et tout au long de la vie. Je veux simplement souligner le fait qu'il y a une asymétrie terrible dans la stratégie qu'on vise à déployer en voulant éduquer 8 milliards de citoyens à travers le monde à l'esprit critique et la capacité d'un dictateur à influencer un algorithme pour, disons, amplifier d'un seul coup la désinformation. Alors je vois que vous n'êtes pas d'accord, mais je précise juste ma pensée. Chacun des GAFAM finance, donne des cours d'éducation média à l'information ou finance des programmes parce que c'est un moyen pour eux de se défausser de leur responsabilité éditoriale. C'est un peu comme si, quand on nous dit par exemple qu'il faut nous éduquer à l'esprit critique, à savoir trouver de l'information fiable, savoir faire ça, c'est compliqué, c'est un métier en fait, c'est celui de journaliste qui consiste à aller rechercher à la source de l'information, mais on ne pourra pas tous devenir journaliste, c'est pas du tout le but qu'on doit viser. C'est comme si on demandait à chacun de savoir enquêter sur l'efficacité et la provenance d'un médicament lorsqu'il se rend à la pharmacie. On est content qu'il y ait une autorité qui assure que ce médicament fonctionne, est fiable et sans danger pour la santé. Alors c'est un parallèle, c'est une analogie qui est très imparfaite. Veuillez m'excuser, je vais vous évidemment interrompre. qu'on a besoin d'esprit critique, mais on ne peut pas attendre de chacun de Excusez-moi, je vais vous interrompre parce que je vous interpelle individuellement, nominativement, pour que vous vous battiez avec ce que vous avez entre les mains. Les GAFAM ne sont pas entre vos mains.
Battez-vous avec ce que vous pouvez Mais faire. la loi est en notre main, c'est Mais notre vous meilleur, pouvez- c'est vous notre pouvez meilleur à rempart chaque- collectif. Vous pouvez On a à chaque besoin article, d'un vous état pouvez de à droit chaque protecteur. article Non, mais je pense, le pardonnez-moi, mettre moi en je coupe tout le monde perspective. aussi. Non, mais juste rapidement, c'est presque le sujet d'une autre table ronde. C'est passionnant, mais c'est vrai que tout le monde C'est n'est surtout pas d'accord l'école. sur hein, ce sujet. C'est l'école qui peut faire quelque chose. Puisque tout le monde passe par l'école. Nous, on fait de l'éducation aux médias à Radio France. On l'a déployé avec Radio France. Il y a du monde. On est 4500 salariés. On a beaucoup d'antennes. On a essayé de le déployer. Mais effectivement, c'est asymétrique. On vit de la mer à la petite cuillère. Alors que tout le monde passe par le système scolaire. Voilà, il faut mettre ça dans un programme. Et vous savez, C'est c'est comme, au rôle les, du ministre c'est comme de les l'Éducation programmes de nationale de faire ça. reforestation. Avant de planter des arbres, il faut arrêter de les couper. Donc, il faut prendre le problème dans le bon sens. Alors, Lou, rapidement, et puis après, je vais donner la parole à d'autres personnes dans la salle. Oui, non, mais juste un mot, et sans revenir à l'école primaire, il se trouve que c'est vraiment notre obsession à Vert, et on a créé tout un projet qui s'appelle Chaleurs Actuelles, qui fait le lien entre désinformation climatique, extrême droite, et en gros les médias, et tout ce cosmos-là, en fait, qu'on a beaucoup évoqué juste avant. Et en fait, on a même un poster avec les techniques des climato-sceptiques, où justement on montre toutes les techniques rhétoriques qui sont employées par les climato-sceptiques pour nier la science. Et donc il y en a une trentaine, et vous pouvez le télécharger gratuitement sur notre site. Donc c'est vraiment hyper important. Et par exemple, quand on fait du fact-checking, on ne dit pas juste « ils n'ont pas raison ». En fait, c'est des moments où on en profite pour faire de la pédagogie et d'expliquer quelles sont les méthodes qui sont à l'œuvre, histoire que ce ne soit pas un fact-checking sans lendemain et que les gens soient capables ensuite d'expliquer à leurs proches « ça, tu vois, quand on ne cite pas ses sources, c'est un problème. Ça, tu vois, c'est une métaphore qui est fausse, qui est trompeuse ». Et donc moi, je suis parfaitement d'accord. Et sans en revenir à l'école, je trouve que nos médias devraient faire beaucoup plus œuvre de pédagogie sur cette thématique-là. Et en sachant que beaucoup ont aussi des rubriques de fact-checking. On les trouve, il y a les décodeurs avec Le Monde, il y a le Check News avec Libé, je ne vais pas tous les citer, les médias télé aussi décryptent, ça existe, ça pourrait exister plus. Et évidemment, je vais vous donner la parole, madame. Oui, merci beaucoup pour vos interventions. Alors là, j'ai envie de parler aux journalistes que vous êtes aussi. Comme l'a très bien expliqué Eva Morel, on voit passer de plus en plus de fausses informations et dans vos médias aussi. Moi, j'ai arrêté de payer la presse privée le jour où il y avait un mauvais nom en dessous d'un ministre sur une photo, ce que je trouve quand même inadmissible. Et donc, je voulais savoir quand est-ce que vous allez aussi vous saisir collectivement de ça, puisque, vous l'avez dit, vous êtes un pouvoir, et donc aucun gouvernement ne peut vous demander de faire votre autocritique, mais moi, je vous le demande en tant que citoyenne, quand est-ce que les journalistes vont faire leur autocritique, et quand est-ce que vous allez un peu reprendre la profession en main? On ne veut pas devenir les États-Unis, quoi. Et là, on a besoin de vous, vous êtes un pouvoir. Et les citoyens ont besoin de vous. Faites votre autocritique, faites un livre blanc de la presse, faites quelque chose, mais enfin, à un moment, il va falloir agir de votre côté, quoi. Merci. Je peux dire... Je vais vous raconter une petite histoire d'autocritique. À ce sujet, précisément, très vite. Il y a 7-8 ans, c'était la course au push dans les médias. C'était tout, voilà, le push c'était nouveau, il fallait absolument pusher pour essayer d'attraper un maximum les auditeurs ou les lecteurs et puis les convertir en auditeurs en ce qui nous concerne. Et un jour, j'étais dans une réunion avec le directeur de la rédaction, le directeur du numérique, et là il y a un journaliste devant nous qui nous dit Roman Polanski est mort. Merde, Roman Polanski est mort. Et tout de suite, on a déclenché un article. 15 secondes après, ce journaliste nous dit c'est une erreur. Il se trouve que le New York Times nous avait repris, comme on est un gros média. Donc, moi, je suis complètement d'accord avec vous, mais cet accident, c'est un accident très, très grave pour un média. C'est très, très grave. Nous, ça a généré vraiment une énorme prise de conscience. Et ce qu'on fait depuis à Radio France, c'est qu'on ne fait plus jamais la course à l'annonce. Voilà. À quel média se vouer? Si on doit reprendre la question de cette conférence, il faut se vouer à un média qui prend son temps et qui sera capable de dire « je n'ai pas l'information » ou « je ne suis pas en capacité de confirmer l'information pour le moment ». Voilà. Il faut lutter contre cette course effrénée à celui qui va annoncer le premier. C'est ça la prise de conscience. J'ai une question ici, après je vous donne la parole, monsieur. Si ça marche, oui. Ça marche.
Merci beaucoup et bravo pour tout ce que vous faites. Je n'ai jamais compris pourquoi est-ce que, notamment en France, il y avait un sondage qui avait été fait, pourquoi est-ce qu'on détestait autant les journalistes? Parce qu'au contraire, je pense qu'un journaliste est fait pour aider les citoyens, pour aider à peut-être à mieux vivre, ou en tout cas le rapport à une vérité, pour aider les citoyens. Et donc je me demandais d'où est-ce que ça venait, en fait, ce rapport à ne pas aimer le journalisme, parce que c'est vraiment aujourd'hui quelque chose de presque quotidien. On parle du journalisme tous les jours, d'information tous les jours, et pourtant le rapport au journalisme et à la vérité est très problématique. Pourtant, c'est fait pour nous aider. Donc je me demandais d'où est-ce que ça venait, ça. Et j'avais une question qui était secondaire, enfin en deuxième position, c'est si on veut étudier aujourd'hui le journalisme, où aller pour étudier le journalisme? Quelles sont les écoles aujourd'hui qui sont plus ou moins reconnues? Voilà. D'où est-ce que vous venez, par exemple? Merci beaucoup. Alors, Eva, vous vouliez répondre. Oui, je pense que typiquement l'action qu'on porte chez Quota Climat pourrait être interprétée comme une détestation, en tout cas beaucoup de colère. Je pense que ce serait une mauvaise interprétation, c'est plutôt que quand on a un pouvoir aussi important en démocratie, c'est important aussi d'avoir des attentes citoyennes fortes qui s'expriment, et lorsqu'il y a des déceptions, de les faire entendre légitimement. Je pense qu'il y a en effet une mauvaise réputation de la part de certaines personnes, et les études de confiance le démontrent, mais en revanche, ce serait... la critique média ne doit pas être interprétée comme un désamour. Au contraire, je pense que c'est très sain et c'est aussi légitime de la part de citoyens. En revanche, les journalistes en reçoivent beaucoup, donc il y a aussi un travail d'incorporation petit à petit dans leur pratique. Jean-Christophe, vous vouliez dire quelque chose? Je pense, pour répondre sur la détestation des journalistes, un des éléments, c'est que les médias sont perçus comme appartenant au système de pouvoir, et tous les systèmes affrontent aujourd'hui une défiance extrême, que ce soit la classe politique, les syndicats, enfin voilà. Donc on fait partie de ce rapport effectivement très défiant des Français vis-à-vis de ce qui relève, selon eux, d'un système. Monsieur. Et quant aux écoles de journalistes, je crois qu'il y a 8 ou 10 écoles de journalistes qui sont, ou peut-être un peu plus, reconnues par la profession, et c'est en général celles-là qui sont bons de suivre. 14 écoles de journalistes. Ouais. Merci. Bonjour, Philippe Segers, donc membre de Climat Média, un des partenaires de Quota Climat dans l'Observatoire des médias pour l'environnement. La question que je voudrais vous poser, c'est sur un aspect particulier du journalisme qui est le journalisme scientifique, puisque je suis scientifique de formation et je sais que c'est difficile de faire passer la complexité de nos résultats scientifiques dans le domaine du climat, mais dans d'autres domaines aussi. Et étendre ça à un problème qui me semble plus général, qui est la complexité du monde. Le monde a toujours été complexe, hein, mais il me semble qu'il l'est de plus en plus, et que c'est plus difficile d'avoir des heuristiques qui permettent de donner une compréhension de ce monde. Et je pense que ça joue aussi dans cette défiance. Et donc, comment vous, en tant que journaliste, vous pouvez arriver à faire passer cette complexité et le fait que, voilà, que par moment, on n'est pas sûr, que les choses ne sont pas forcément certaines, et comment arriver à faire passer ces nuances qui me semblent de plus en plus difficiles à faire passer auprès du public. C'est d'ailleurs dans ces nuances que se glissent tous les doutes et que les climato-sceptiques vont creuser. Vers le média, vous voulez rendre les sujets complexes simples et funky. C'est bien ça, vous avez réussi à réduire... ça t'a plu, hein, ça. J'adore cette référence que les... Oui, simple et funky, il faut avoir ça parle entre 30 globalement... et 50 ans pour la comprendre. Oui, il faut avoir entre 40 et 60. Ouais. Et donc, vous avez quand même réussi à ramener un rapport du GIEC à une vidéo de 3 minutes. Ouais, non, c'est vraiment... je sais pas si tu connais Vert, toi tu regardes, tu vois un peu ce qu'on... T'es membre du club, très bien. Bon, je vais pas t'expliquer ce que c'est. Présente quelqu'un de la rédaction. Non, mais voilà. En gros, justement, sur le climat et tous les sujets, c'est vraiment, quand je dis climat, c'est au sens extrêmement large. C'est des sujets qui sont extrêmement complexes et anxiogènes. Et nous, justement, on essaie de résumer ça de manière simple et funky. Donc, ça veut dire que quand il y a un rapport du GIEC, nous, on se met tous à frétiller parce qu'on est un petit peu des nerds de ça. On se met à 3-4 journalistes. C'est les seuls, hein. Frétiller. Ouais, non, nous, on kiffe. Genre, on est fan de Valérie Masson-Delmotte, tout ça. Et donc, on s'y met à 3-4 pendant toute une journée. Et ensuite, on essaye vraiment d'extraire la sève de ces rapports scientifiques.
On rappelle les scientifiques du GIEC, notamment les co-auteurs de ce rapport-là, pour leur dire est-ce qu'on n'a pas loupé un point important, c'est quoi les trucs les plus importants. Et ensuite, on essaie de garder 5-10 points, parce qu'il ne s'agit pas de tout dire non plus, sinon on va perdre tout le monde en cours de route. Et donc, on a réussi à réduire ça par tamis successifs et à faire un post Instagram de 10 slides. Donc vraiment, c'est, je sais pas, 2000 signes journalistiquement. Une vidéo combinée de 3 minutes. Et donc, on essaie d'attraper les gens par des choses quotidiennes, des choses qui vont les toucher, des choses qui vont leur parler, plutôt que de rester dans des abstractions qui font que en fait, la plupart des gens zappent complètement. Et par exemple, j'étais allé à la COP28 pardon, sur le climat à Dubaï. Bon, déjà, voilà, il y avait une manière, c'était assez rigolo déjà en soi de se dire une COP pour le climat dans le désert. Mais en fait, nous, ce qu'on a essayé d'expliquer, et j'ai aussi fait une vidéo combinée là-dessus, j'ai commencé la vidéo en disant je suis allé à la COP28 de Dubaï, c'était une dinguerie, je te montre les dingueries que j'ai croisées, quoi. Et donc j'arrive avec le greenwashing, il y avait une Formule 1 électrique, un yacht neutre en carbone, enfin j'arrive avec des trucs en fait un peu fifou, et je finis par parler de justice climatique avec la montée des eaux, avec pourquoi est-ce que les États-Unis sont plus responsables historiquement des émissions de gaz à effet de serre. Et comme ça, en fait, on a réussi à faire des vidéos qui font 600-800 000 vues sur des sujets qui sont hyper experts et hyper austères. Et donc je trouve que c'est vraiment hyper important en tant que journaliste d'être capable de rendre simple et funky, de rendre cool des trucs qui ont l'air très chiants et très stressants, quoi. Merci Lou. Dernière question. On me dit dans l'oreillette que ce sera la dernière, donc madame. Merci beaucoup. Alors moi, je ne suis pas du tout journaliste. J'ai cru comprendre qu'il y avait des règles de déontologie. Et je reviens juste sur ce que vous disiez, sur l'exemple que vous avez donné, Eva. Mis à part le modèle économique, bon, vous pensez tous des choses différentes du modèle économique qui sont derrière la presse, qu'est-ce qui conduit un journaliste à transmettre des fausses informations sans s'en rendre compte? Vraiment dans la manière de travailler ou dans les habitudes, la psychologie? C'est quoi les facteurs de ça? Donc comment est-ce qu'on en arrive à véhiculer à se tromper de bonne foi Oui. Je pense qu'une des premières explications, c'est que les techniques utilisées par les personnes qui construisent et alimentent la désinformation sont extrêmement sophistiquées. Typiquement, le narratif dont je parlais tout à l'heure, qui est qu'une route est en train d'être construite en forêt amazonienne dans le cadre de la COP30, en fait, la route est en train d'être construite. Donc on a les images qui prouvent la construction de la route. On sait que la COP30 arrive. Lier les deux, ça sert à un agenda bien précis, qui est de décrédibiliser la COP et en partie le gouvernement brésilien qui l'organise. Mais c'est extrêmement difficile, en fait, de déjà soupçonner qu'une information de ce type-là pourrait être fausse. Et ensuite, tant qu'il n'y a pas, enfin, on en parlait juste à l'instant, il y a des personnes du gouvernement brésilien qui, en plus, ont été interrogées dans l'article de la BBC initial, mais ils ne sont pas forcément aussi membres du secrétariat, donc ils ne connaissent pas les projets d'infrastructure qui ont été reconnus par l'organisation de la COP30. Et donc, en fait, c'est des nouvelles qui sont extrêmement sophistiquées. Et les personnes qui les créent sont aussi des personnes qui sont très intelligentes et qui ont constamment en fait, tout un tas de narratifs qu'ils peuvent déployer et qui les déploient. Typiquement, on enquête très fortement en ce moment sur une personne qui s'appelle Björn Lamborg, qui a fait des interventions climato-sceptiques à la fois au Parlement européen et dans tout un tas de journaux à travers le monde. C'est des personnes qui sont rémunérées par certaines industries pour avoir cet emploi en tant que tel. Donc je pense que pour ne pas jeter la pierre 100% aux journalistes, c'est très compliqué de déceler ces fausses informations. Après, c'est leur rôle de le faire. Et c'est pour ça qu'en fait, il y a aussi un enjeu à ne pas réagir à chaud aux informations qui, en plus, surtout sont choquantes, parce que souvent, les fausses informations misent sur les émotions fortes et celles qui font réagir et qui donnent envie d'être rendues virales. Donc je pense qu'il y a un enjeu à de plus en plus prendre du temps pour fact-checker, être sûr de la véracité de l'information, quitte à louper peut-être le scoop du moment. Et l'un des problèmes, c'est qu'aussi le fact-checking aujourd'hui pour des petites rédactions, puisqu'aujourd'hui il y a des petits médias, passe par Google. Et là où encore il y a 4-5 ans, on pouvait croiser les infos en se disant bon, je retrouve 5 fois la même information avec exactement le même texte, on se dit que c'est une fausse information. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, avec l'IA générative, vous prenez une fausse information et vous pouvez générer autant d'articles que vous voulez. Et même la personne la plus pointue va se dire bon, j'ai plein de façons de le dire différentes. Là, il y a une erreur. Là, c'est pas la même manière de présenter l'information. Bon, ça doit être vrai. Raté, ça n'est pas vrai. Karine, vous vouliez dire quelque chose? Peut-être sur cette question qui est très importante de comment on décèle et on contourne les mauvaises informations et donc on empêche la désinformation, y compris dans nos papiers. C'est peut-être déjà rappelé que la plupart des journalistes, au bout d'un certain temps, deviennent experts de leur sujet, c'est-à-dire qu'ils acquièrent un savoir. Ils acquièrent un savoir parce que, au fil du temps, ils discutent avec les uns les autres des sources de toutes sortes, des experts, des universitaires,
des citoyens, etc. Et que pour les journalistes qui suivent, comme on dit, des rubriques, eh bien, il y a un savoir qui se constitue progressivement. Alors, il n'est pas forcément exactement analogue à ceux des chercheurs, mais enfin, je pense qu'on peut établir quelques passerelles entre ces différents métiers. Et par ailleurs, ce sur quoi je veux insister, c'est que les journaux sont constitués de rédactions qui sont des équipes humaines et donc de pare-feu et donc de discussions collectives. En fait, un article, en général, est le fruit de discussions en amont au moment de la conférence de rédaction pour bien aider à identifier le sujet, le bon angle. Et puis ensuite, il y a tout un circuit de la copie de l'article qui fait que les articles sont relus, corrigés, et puis le responsable du pôle a son mot à dire, etc., etc. Et pour vous donner un exemple, nous, très concret, pour les enquêtes les plus lourdes qu'on a sur le feu à Mediapart, on place rarement une seule personne. On fait en sorte que les journalistes travaillent en binôme pour éviter justement qu'ils partent dans une mauvaise direction, pour s'assurer que entre eux, il y a des discussions, du doute en fait. On est nourri en permanence, on est mu par le doute et les questionnements sur où est-ce qu'on va, est-ce qu'on a raison de pousser cette porte, est-ce qu'on doit la pousser plus loin. En général, la réponse est oui. Comment fait-on, etc. Donc en fait, c'est un mélange de savoir-faire, il y a une forme d'expertise, mais aussi d'échanges entre journalistes sur pour le coup un savoir-faire professionnel qui alors s'apprend à l'école, mais surtout en fait s'apprend sur le terrain. Voilà, et c'est au bout d'un certain temps qu'on est en capacité effectivement de mettre de côté le faux et de ne garder que la vérité des faits. Merci beaucoup, Karine. Merci à tous et merci à toutes. On aurait pu continuer de parler pendant encore de longues minutes, pour ne pas dire pendant des heures, tellement le sujet est passionnant. Je vous remercie. Merci à tous mes invités d'avoir été sur ce plateau. Un mot quand même sur le Festival Atmosphère, dont je suis le président d'honneur. Je voulais vous dire, oui, je suis le président d'honneur, je le redis encore une fois. Festival Atmosphère, Courbevoie, du 10 au 12 octobre cette année. Ce sera la 15e édition. Nous faisons partie, au même titre que l'Université de la Terre, des pionniers sur ces questions climatiques, écologiques et de justice sociale. Festival pour un monde durable, en harmonie avec la nature, cinéma, art, sciences. Vous êtes tous invités, c'est gratuit. C'est à Courbevoie, de 10 au 12 octobre, et j'insiste sur le fait qu'on a une vingtaine de films en avant-première nationale et internationale, et qu'on a un très gros comité scientifique, et qu'il y a beaucoup de conférences et de rencontres avec le public. Et si vous êtes là aujourd'hui, je suis persuadé que ça vous plaira aussi. Merci à vous. Au revoir.